Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Voici les radios pirates news avec Jeff. Étienne Alexandre Beauregard, OK, fait jaser sur les réseaux sociaux parce qu'il était à une émission de Radio-Canada ce week-end. Bon débat sur la place des familles traditionnelles, les valeurs traditionnelles de notre société. Un jeune de 24 ans dans une jungle de Radio-Canada, c'était extraordinaire. Il sera avec nous autres cette semaine. Il vient nous voir mercredi, donc peut-être que le podcast sera diffusé jeudi. Donc on l'écoute et on débat là-dessus avec Jerry et Mr. White. On a un jeune de 24 ans qui s'est affirmé au cours du week-end. OK. Tu l'as-tu vu au complet? Si je l'ai lu au complet? Tu l'as-tu vu au complet? Ben, j'ai vu le 20 minutes qu'il y avait. C'est ça. Ben, c'est ça. Ça a duré 20 minutes. Ça a duré 20 minutes? Avec Marie-Lou? Oui. Ah non. Okay. Tu le connaissais-tu? Je le connaissais zéro. Connaissais zéro. Moi, je te dirais que je le connaissais pas. Il s'appelle Étienne A. Beauregard. Ouais. Puis lui, c'est l'ancien, il le dit dans l'entrevue, là, c'est lui qui écrivait les discours de Legault. Oui. À 21 ans. Oui. Quand même. C'est lui qui avait passé Legault souvent pour quelqu'un de top, là. Je pensais que Legault écrivait lui-même ses discours. Non, ça a été ce gars-là. Donc, c'est pour ça que François Legault a commenté le tweet de Beauregard. Oh oui. OK. Quel jeune homme brillant. Tu l'as trouvé brillant? Mais non, mais c'est ce que François Legault écrit. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu as... OK, ben tu vas le dire. Hein. J'ai hâte de voir ce que tu en penses. Écoute, il y a beaucoup de bouts que je comprends pas, là. Je suis pas certain. Oui, je comprends. Je le trouve impressionnant pour son âge. Je le trouve. Il est plus compréhensible que Bock-Côté, quand même. Là. Oh, oui. Mais tu sais, je veux dire, il faut être dans sa tête pareil, là. Oh, oui. Tu sais, il faut être dans sa tête parce que ce discours-là, tu sais, c'est un genre de conservatisme. Puis là, on est dans le conservatisme social aussi. Oui. T'sais. Puis on dirait que, il y a un bout, à un moment donné, dans son mouvement, il y a comme un bout religieux, mais je pense que c'est relié aux valeurs. Oui, il y a un bout religieux. Ouais. Donc, il y a un bout religieux, c'est pour ça qu'ils ont essayé d'y amener. Écoute, je vais te dire que... Ils ont vraiment essayé. Là. Je vais te dire qu'une des raisons pourquoi j'ai trouvé ça pénible, lui, je l'ai trouvé bon. OK? Lui, je l'ai trouvé bon. Puis je l'ai trouvé, tu sais, pour un jeune de 24 ans, j'ai trouvé dégourdi en tabarnache. Parce que Radio-Canada lui a offert une place sur un panel où on avait bourré de monde qui était contre lui. Donc, tous ceux qui étaient là, c'était des invités probablement de l'émission pendant que... Moi, je sais pas c'est quoi le principe de l'émission de Marie-Louise Anctil. Je vais aller plus loin parce que je l'ai écouté 2 fois et je me suis dit, les invités qui sont là, ils ont été placés là pour lui. Oui, c'est ça. Carrément. C'est carrément ce que j'ai vu. Ouais. Carrément ce que j'ai vu. Et malgré qu'il a été placé dans une situation pour le faire mal paraître, il a très, 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 très bien paru. Donc, je pense qu'on vient de connaître quelqu'un qui va être dans l'espace public dans les prochaines années, c'est clair. Exactement ce que je me suis dit. Lui, il travaille à l'Institut Cardus. Qui est quoi? Si je ne me trompe pas, c'est peut-être même une affaire qu'il a créée lui-même. Je ne suis pas sûr de ça, là, mais je sais que dans le mouvement, lui, dans lequel il est, je pense que c'est une initiative de lui-même. C'est un think tank, autrement dit, de non-partisans qui est chrétien. Exact. Écoute. Basé sur la pensée chrétienne. Je te dirais que de ce que j'ai entendu pendant son débat avec cette gang-là de Radio-Canada, c'est sûr que je me retrouve dans plusieurs de ces points. Là. C'est clair qu'il y a beaucoup plus d'atomes crochus avec lui qu'avec la gang de Ratcan qui sont là. Non, c'est clair. Et de loin. C'est clair. Il y a tout le côté de l'aspect... Tu sais, moi, je suis moins nationaliste probablement que cette gang-là. Mais peut-être que je suis en train de le devenir. C'est peut-être ce qui se passe avec une immigration trop agressive, un changement de société qui va trop vite. Je pense qu'on est en train, sans s'en rendre compte, de devenir de plus en plus nationaliste. Et on a même un bout de... On est nostalgique de notre Québec
de qu'est-ce qu'il y avait l'air, il y a le Québec de 98, le Québec de 2002, le Québec de 2004, le Québec de 89. Je pense qu'on a une certaine nostalgie de ça, mais il y a des choses qui sont irréparables, là, c'est-à-dire la natalité, démographie, etc., etc. Donc là, c'est un changement, mais c'est un changement qui est brutal. T'aimes-tu le terme protectionniste, toi? Dans le sens de? Dans le sens de protéger nos valeurs, nos acquis, notre façon d'être, notre façon de vivre. Tu sais, je t'ai dit l'autre fois, j'ai dit je vais décorer à Noël. Oui, tu as dit ça, oui. Ouais. Je vais décorer à Noël parce que je trouve qu'il faut s'occuper. Parce que ça, Noël, pourquoi qu'on fête Noël? Noël, c'est évidemment relié à la religion. Il y a beaucoup de monde, peut-être qu'ils ne feront pas de lien, là, mais c'est carrément relié à la religion. Puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui va à la messe, mais je veux dire, Nous autres, il y a une crèche, là. Oh oui. Nous autres, dans notre arbre, MC amène une crèche. Là. Puis dans la crèche, il y a quoi? Il y a un petit Jésus. Puis c'est ça. Mais je veux dire, c'est nos affaires. Là. On vient de là. On n'a pas à renier ça. On n'a pas à enlever le crucifix sur le mur. Mm-hmm. Non. Puis lui, la manière qu'il parle, puis avec l'air qu'il a, c'est un genre de Éric Duhem à 24 ans. Mais avec probablement les sujets qui vont être les sujets les plus débattus pour les 20 prochaines années. Là. Oh, ouais. Donc, ce que j'ai remarqué quand j'ai entendu ce jeune-là, j'ai dit, lui, il va devenir une star. Oh, ouais. Et il va être là. Il va être dans le débat public. Cette apparition-là, les livres qu'il fait, la manière qu'il se présente, la manière qu'il fait ça, la manière que je le vois interagir sur X, je vois tout de suite que ce gars-là, il a un chemin qui est presque prédestiné. Tu sais, ils vont essayer beaucoup de le faire passer pour un extrême. C'est sûr, mais c'est dur. Il a l'air d'un curé un peu. Il a l'air d'un curé, là. Mais c'est pas ça. Il y a ça, puis il y a le fait aussi qu'il est imperturbable. Non, c'est ça. Oui, très solide. Tu sais, ils vont lui dire de quoi, puis là, il va comme pencher la tête sur le côté en voulant dire « Attends, je vais te répondre. J'ai une réponse pour ça, tu sais. » Puis il y a une réponse pour tout. Le fond de leur pensée à l'Institut Cardus, le fond de l'histoire, c'est ça. C'est que les gouvernements ont une fonction importante, mais ont une fonction limitée. Pour eux autres, pour l'Institut, c'est que c'est la société civile qui fait prospérer le pays, si on peut dire, et non le gouvernement. Donc, autrement dit, je vais le mettre dans mes mots de Québécois, là. OK? L'esprit chrétien d'entraide entre les gens, c'est beaucoup plus fort que passer par un gouvernement laïque, complètement débraillé. Donc, laissez-nous notre argent et on va s'en occuper du monde. Oui. C'est ça que ça veut dire. Là. La seule affaire, c'est qu'il a été retweeté par François Legault. Et là, que je viens d'apprendre que c'est le gars qui travaillait pour Legault. Donc ça, la CAQ va essayer de partir sur ce chemin-là alors que ce gars-là devrait être à côté de Éric Duhem. Là, tu m'envoies une balle courbe en tabarouette. Là, ça m'énerve, ça. Que tu viens de dire ça. Ça m'énerve. Parce que j'ai de la misère à suivre ce que tu viens de me dire. Ben c'est ça. C'est et ce que le gars parle et le lien avec François Legault. Je le sais que François Legault est beaucoup plus proche de Éric Duhem que le vrai François Legault, c'est son livre. Non, exactement. Tu disais exactement ça tantôt. Les genres de fake, tu sais. Il a manqué de courage. Il a été comme... Legault, il a été comme Charest. Charest a été élu avec une phrase qui avait dit « la réingénierie de l'État ». Ça a duré 1 semaine. Il y a eu des grèves partout. Ah oui. OK? Nous autres, on était dans une bâtisse où il y avait des patentes du gouvernement, puis il y a du monde qui empêchait la guérite d'ouvrir parce qu'il y avait des gens qui venaient... Hey, je me rappelle, c'est comme si c'était hier. Et après 72 heures... Ah ouais. Jean Charest, qui fait la leçon à tout le monde, sur toutes les tribunes, puis qui parle de tout comme s'il connaissait tout. Le gars, après 72 heures, a démoli complètement son programme électoral et le plan qu'il nous avait vendu et pourquoi on l'avait élu.
pour finalement s'écrouler devant les syndicats, complètement. Mais Legault, il a fait la même chose. Legault, on pensait que c'était un genre de conservatisme, on pensait que c'était un genre de conservateur. Oui, on savait que c'était un nationaliste. Il arrivait du PQ. Mais à l'intérieur du PQ, il y avait des nationalistes qui étaient des nationalistes beaucoup plus conservateurs de droite. Et on pensait que c'en était un. Son livre est une preuve de ça. Et quand il est arrivé au pouvoir, il a été complètement à l'opposé de son propre livre. Mais moi, je continue à penser que son livre, c'est lui. C'est juste qu'il a manqué de courage. Chris. Éric Duhem a voté pour lui. Là. Éric Duhem a voté pour lui. Puis c'est Quand Adrien Pouliot allait rencontrer François Legault chez lui, pour, je ne me rappelle pas trop quelle raison. Je savais pas ça. Puis ben oui, Adrien m'a conté ça. Dans les, peut-être, 2018, 2019, il voulait comme faire une genre d'association avec les... essayer de grossir le mouvement. Les autres, ils n'ont pas de grassroots, là. Ils n'ont rien. Là. Et ils se sont assis, ils se connaissent depuis longtemps, là. C'est pas des gens qui ne se connaissent pas, là. Et là, après 1h30 de discussion, François Legault a dit à Adrien Pouliot, « T'es beaucoup trop à droite pour moi. » Et il a dit la même chose à Éric Duhem plus tard, dans des discussions privées. Il a dit la même chose. Ah non, finalement, t'es beau. Mais j'y crois pas, moi. J'y crois pas. Parce que c'est qu'il y a une différence entre être à droite dans sa tête, à la maison avec sa femme, puis d'arriver sur l'espace public, puis affirmer haut et fort comment t'es à droite. Mais pourquoi, hein? Parce que c'est pas cool de l'être. Ah oui. Parce que les journalistes t'aimeront plus. Parce que les médias vont t'éviter. Ils vont commencer à t'étiqueter. Ils vont commencer à t'attaquer. Parce qu'ils ont peur des médias. Ils ont peur c'est de ça qu'ils ont peur. Ils savent très bien que la couverture va changer. C'est de ça qu'ils ont peur. Mon lien que je fais avec l'homosexualité, c'est loin d'être faux, là. Il y en avait beaucoup d'hommes qui étaient des gens qui avaient des tendances homosexuelles. Puis ils arrivaient dans le public avec des femmes, là. Ils étaient mariés. Pourquoi? Parce qu'il y avait honte. Parce que c'était pas cool de l'être en 1991 de montrer sa scène que tu étais gay. Aujourd'hui, c'est plus un exploit, là. Mais avant, ça l'était. Donc, ça prenait une forme de courage pour arriver à dire « Gars, j'arrive avec mon chum. » Ça prenait une forme de courage. Ben, les gens de droite là, sont comme les homosexuels de 1981 puis 85. C'est ça qu'ils sont. Donc, Legault, je pense que c'est ça. Lui. Mais lui, il faut qu'Éric Duhem le courtise. Parce que Éric Duhem, c'est pas sa tasse de thé, ce sujet-là. Les conservateurs québécois ont beaucoup de misère avec le côté identitaire. Ils ont beaucoup de misère avec le côté de la droite sociale. Ils ont comme un malaise. Mais on ne parle pas d'avortement là-dedans. Là. Bah oui, c'est sûr que si on graphigne un peu et on voit qu'il y a un peu de religion à travers, c'est sûr qu'à un moment donné, on va pouvoir parler des gays, on va pouvoir parler de l'avortement. C'est sûr. OK, parfait. Mais je veux dire, avant d'arriver là, on peut prendre l'appel puis sortir beaucoup de stock avant. Donc, en ne pas en avoir du tout, comme c'est le cas, là, parce qu'actuellement, la droite québécoise, elle ne vraiment... Quoi qu'Éric commence à en parler, mais tu vois que c'est pas quelque chose de hyper naturel avec lui. Puis c'est correct. On n'a pas... Il n'y a pas à être... mais s'il s'amène un jeune de même avec lui... J'ai vu le sondage en fin de semaine. On parle de quoi? D'une douzaine d'élus conservateurs? Oui. On peut passer de 12 à 30 de même. Avec ce sujet-là, amené de cette manière-là, c'est sûr que si tu amènes un gars avec un hoodie qui a une patte de loup dessus, t'es mort. Mais lui, on vient de le tester. Là. Lui a été testé à Radio-Canada en fin de semaine. Lui, ils sont pas capables de le pogner. Il a été testé. Non, ils sont pas capables de le pogner. Lui. Il y a 182 000 vues sur X seulement. Ils sont pas capables de le pogner. Lui. On écoute-tu son ton un peu? Je suis content que tu l'aies vu. Mais Marie-Louise Arsenault, je suis pas capable. Chris, je suis pas capable. Je sais que ça tienne, là. Non, mais quand je dis que ça vienne... Ben non, mais je sais, je sais que tu niaises. Mais, c'est qu'elle a essayé. Elle veut-tu le gratter, le bobo?
Ouais. Puis là, sur la scène, juste pour dire... Là, Moi, que mes impôts payent pour des estis patentes de Non, je même, le ça sais, m'énerve. je le sais, Tu veux ça, pas c'est- savoir comment ça m'énerve. Je le sais. Mais je Qu'elle l'ai- fasse ça dans son propre podcast, puis qu'elle mette son propre cash, puis qu'elle essaie de vivre de ça, I don't fucking care. Mais que mes impôts payent pour une affaire qui est tellement way out à gauche, tellement... Oh, ouais. C'est tellement loin. La manière que c'est présenté, les questions, tu sais, ça aurait pu être beaucoup plus intéressant, cette entrevue-là avec le jeune. Là. Ouais. Mais ils voulaient tellement essayer de nous squeezer, puis il y avait tellement un but qui était clair. Ils n'ont pas réussi. On l'écoute. Sur notre plateau ce soir, un brillant jeune homme, Étienne Alexandre Beauregard. Étienne, vous avez 24 ans. Vous avez grandi à Cap-Rouge, dans la région de Québec. Vous êtes formé en philosophie et en administration publique. On vous accueille ce soir à l'occasion de l'apparition de votre 3e livre. 24 ans, 3 livres, quand même, hein? Ça se passe vite. Anti-civilisation, pourquoi nos sociétés s'effondrent de l'intérieur. Le livre est paru au Québec il y a quelques jours, le 31 octobre, et il a été lancé en France, on le disait en ouverture de deuxième heure, le 18 septembre dernier. Alors, on vous décrit comme un intellectuel de la nouvelle génération nationale conservatrice québécoise. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça veut dire que je m'inscris justement dans ce courant-là, que moi je décris comme nationaliste conservateur, qui, pour moi, bon, s'inscrit plus à droite du spectre politique, mais pas avec cette ancienne idée de la droite où on disait on se bat contre le communisme, un peu guerre froide, etc. Le pari que je fais avec ce livre-là, c'est d'expliquer pourquoi, à mon sens, le projet politique principal, en tout cas celui que moi je pense qu'on devrait porter aujourd'hui, c'est un peu de reconstruire ce socle moral, culturel, civilisationnel qui encadrait la liberté. Parce que le constat de base du livre, c'est de dire que peut-être qu'on vit aujourd'hui dans une civilisation qui valorise beaucoup la liberté, mais peut-être pas la forme la plus saine de liberté. Une liberté qui est décrite par des philosophes comme Isaiah Berlin comme négative, c'est-à-dire qui va s'exercer souvent contre les structures dans lesquelles on fait partie, que ce soit la famille, que ce soit la nation, que ce soit la communauté plus large. Puis j'ai l'impression que quand on parle aujourd'hui de déconstruction, c'est un peu ça qui arrive. Et le pari du livre, justement, c'est de regarder un peu l'envers, de dire, OK, qu'est-ce qui se passe quand on décide qu'on déconstruit ces institutions-là qui nous entourent? C'est qui va payer la facture un peu? Puis est-ce qu'il n'y a pas certains excès là? Oui, on va y revenir. Hein. Là, vous êtes lancé. Là, on voit que vous avez passé 2 semaines en France. Allons-y, clairement. Alors, je le disais en ouverture, ça nous intrigue quand même. Vous avez été rédacteur des discours de François Legault de 2022 jusqu'à juillet 2025. Vous étiez conseiller stratégique. Comment on arrive dans le cabinet de M. Legault en 2021? Il avait 21 ans. Mounir, c'est impressionnant quand même. Oui, c'est impressionnant. Moi, j'ai suivi le parcours. Je me rappelle aussi de votre premier échange à la sortie de son livre, Le schisme identitaire. Là, je suis la suite. Là, c'est la partie 2. J'ai hâte de suivre. À nous deux? Ah oui, c'est vrai. Je vous avais interviewé J'étais à ce à Paris moment-là. à ce temps-là. Ben oui, mais là, je voilà. suis content de pouvoir le faire en Oui. personne. Comment on se retrouve rédacteur et conseiller stratégique du premier ministre du Québec Ouais, là, à ben, l'âge tendre de 21 ans, Étienne Ben, Alexandre? moi, c'était un parcours d'abord militant. Là. Maintenant, je travaille dans un institut de recherche non partisan, donc ce n'est plus mon cas, mais j'ai longtemps milité à la Coalition Avenir Québec, justement parce que je suis un nationaliste de centre-droit. Pour moi, c'était naturel de m'inscrire dans ce parti-là. Donc, j'ai fait beaucoup de portes, j'ai posé beaucoup de pancartes, j'ai fait beaucoup d'appels. Puis là, quand j'ai sorti mon premier livre, ben, j'ai eu l'appel justement de dire est-ce que tu aimerais ça rédiger les discours du premier ministre? Puis pour moi, ça a été oui. Là. Justement, je me cherchais un emploi. Oui, pourquoi pas? Il faut être jeune pour faire ce travail-là. Ça use, bien sûr. Alors, vous le dites, vous faites partie d'un think tank. C'est un think tank qui porte le nom de l'Institut Cardus. On le décrit comme un think tank conservateur chrétien d'origine canadienne. Qu'est-ce que c'est un think tank? Il faut l'expliquer aux gens qui nous regardent au RDI ou qui nous écoutent à la radio. Quand on présente notre institution, bien, grosso modo, ce qu'on fait, on pourrait dire qu'on est un institut de recherche non partisan. Donc, on fait de la recherche sur les politiques publiques québécoises, canadiennes. Oui. Donc, on regarde toutes sortes de problèmes qui nous interpellent pour essayer d'amener des données sur soit des enjeux sur lesquels le gouvernement devrait se pencher ou des politiques gouvernementales qu'on pense qui devraient être améliorées. Et donc, nous, on le fait à partir de ce qu'on appelle la tradition sociale chrétienne, donc qui est un peu, justement, les valeurs fondatrices de l'Occident, il faut le dire, mais nous, on la définit comme la dignité humaine, comme l'option préférentielle pour les plus pauvres, comme disait un ancien pape, et aussi une préoccupation pour la société civile, c'est-à-dire toutes les institutions autres que le gouvernement qui ont aussi un rôle important à jouer dans notre vie Comment collective. le think tank se positionne sur des questions sociales comme le mariage gay ou l'avortement, Étienne Alexandre? On ne fait pas de recherche sur ces deux sujets. Oui, ça intéresse beaucoup Michel-Marc Bouchard. Oui, mais nous, c'est vraiment pas les sujets qui nous intéressent. On ne fait pas de recherche sur ces questions-là. Je peux Absolument. vous donner vous en faites pas du tout des recherches sur le mariage gay ou non, sur... c'est des enjeux sur lesquels on ne fait pas de recherche. Sur l'avortement, On n'en a pas fait de papier sur cette question-là. Mais est-ce que ça vous préoccupe?
Est-ce que c'est des questions, parce que pour les chrétiens, ce sont des questions sociales importantes? Oui, mais moi, je vais vous dire, j'ai l'impression que souvent, on réduit les chrétiens à ces questions-là, alors que la tradition sociale chrétienne, c'est beaucoup plus. Tu sais, je veux dire, si on regarde, par exemple, les grands encycliques sociaux de Léon XIII, dont notre actuel pape s'est inspiré, c'était aussi de dire les plus vulnérables dans la société, les plus pauvres, ont besoin d'avoir un soutien qui est meilleur. On ne peut pas laisser une espèce de libre marché contrôler complètement notre société. Puis c'est ça qui a donné, d'ailleurs, la Révolution tranquille a des origines dans la tradition sociale chrétienne. Donc, c'est beaucoup plus large que ça. Tu sais, nous, typiquement, la question de l'éducation, ça nous préoccupe beaucoup. La question du travail, la question de la classe ouvrière, la question de c'est quoi une société civile épanouie, c'est toutes des questions sur lesquelles on travaille. Parlons de votre livre qui est paru en France le 18 septembre avec une préface, je le disais en ouverture, de... On pourrait le faire pendant encore 20 minutes de temps, mais regarde, voilà, c'était le ton de cette entrevue-là qui dure à peu près, c'est ça, 20 minutes sur X, si vous voulez la trouver. Très facile à trouver. Regarde, le jeune homme est impressionnant. Je ne dis pas que c'est fait pour tout le monde. Je ne dis pas que c'est que tout le monde peut écouter ça et dire « Oh, wow, c'est quand même quelqu'un qui c'est un jeune intellectuel. Oh, c'est un intellectuel. Un intellectuel, c'est clair là, que ça l'est. Je ne sais pas ce qu'il faisait avec François Legault, à moins, comme je vous disais, que François Legault, finalement, est beaucoup plus différent que qu'est-ce qu'il nous laisse voir depuis plusieurs années comme PM. Pourquoi il était attiré par ce jeune-là avec des idées quand même assez claires, qui se rapprochent beaucoup plus des idées conservatrices traditionnelles que qu'est-ce que la CAQ nous a offert. Je ne comprends pas nécessairement le lien entre les deux, mais ça nous dit peut-être beaucoup sur François Legault, finalement, que lui-même ne nous a pas dit. Je pense que c'est plus... Ce jeune homme-là est beaucoup plus proche de François Legault qu'on pourrait le croire. Donc, c'est pas mal ce que je retiens de ça. OK, partie numéro 1. On a une deuxième partie pour vous autres, parce qu'on a jasé pas mal avec Jerry et Mr. White. Donc, après la pause, on revient sur le sujet, OK? The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. Régent Tremblay et Stand-By. Le boursicotage avec Jerry et Stand-By. Et pour l'instant, partie numéro 2 sur ce qu'on a commencé à vous parler tantôt dans la partie numéro 1. Et le jeune homme va être avec nous autres cette semaine en podcast pour nous parler de son livre et de ce que ça fait comme, je vous dirais, comme débat. Excellent débat. Le jeune a un bon timing, bonne target. Wow, spectaculaire. Ouais, let's go, on y va. Il y a une affaire que j'aimerais, c'est que quand il tombe là-dedans, quand tu tombes là-dedans, je sais qu'il y a un genre de piège qui est fait par les laïcs, comme la gang de Radio-Canada, mais vous devez avoir le stand sur l'avortement et sur le mariage gay. Soit que vous dites, regarde, l'Église a évolué à ce niveau-là, certains prêtres l'ont fait, certaines communautés l'ont fait. Ils ont dit, regarde, tout le mariage gay, c'est fait. Après ça, l'avortement, on n'est pas là-dedans. Mais sauf que pour beaucoup de chrétiens, si tu tombes là-dedans, à un moment donné, il faut que tu prennes le stand qu'eux ont. C'est-à-dire, non, je suis contre l'avortement et aussi, je suis contre le mariage gay. Donc, tu sais, je veux dire, tu peux pas te servir de ça puis pas répondre à ces questions-là parce qu'ils vont toujours revenir. Si tu ne le mets pas au clair, c'est qu'ils vont toujours revenir avec ça continuellement. Ça va être dans toutes les entrevues, ça va être, si tu ne réponds pas, la réponse qu'ils veulent avoir, c'est qu'ils vont insinuer que finalement, tu es contre le mariage gay et tu es contre l'avortement, etc., etc. Donc, je pense que c'est un incontournable, mais ça fait partie du problème qu'on a. C'est-à-dire que s'il nous dit ce qu'il pense vraiment, moi dans ma tête, là, j'ai écouté un peu son entrevue, dans ma tête, il est contre le mariage gay. Dans ma tête, il est contre l'avortement. Mais il sait qu'au Québec, il ne peut pas l'être. Bien, ça, c'est une affaire qu'il faut régler. Tu sais, quand on parle de s'affirmer, là, quand on parle de défendre la tradition et toutes ces choses-là, une des traditions qu'on doit défendre, c'est d'être capable de s'exprimer et dire des choses qui ne font pas consensus et qui ne sont pas hyper populaires. Donc, ça, il va falloir aussi apprendre de ça. Parce que, en tout cas, je ne connais pas. Je n'ai pas rencontré. J'ai écouté seulement ça. Je n'ai pas lu son livre,
Mais c'est un sujet qu'il semble vouloir éviter. Et ça, au Québec, vous savez que c'est une arme que les médias et les laïcs vont se servir pour plus tard, quand ils n'auront besoin. Ils vont s'en servir pour t'étiqueter. Ils vont s'en servir pour te définir. Puis après, c'est quasiment fini. Donc, c'est aussi bien de péter l'abcès. Soit que tu gardes. Mais Je suis catholique, moi, j'ai pas de problème avec le mariage gay. Je sais que le nouveau pape, je ne sais même pas sa position. Mais là, il faut qu'il parle du point de vue personnel. Oui. Il ne peut pas parler du point de vue du think tank où ce qu'il travaille. Non. Parce que c'est un think tank catholique et les catholiques, les chrétiens surtout, eux autres, eux autres, il n'y a pas d'avortement puis il n'y a pas de mariage gay. Là. Moi, je suis allé dans une église récemment pour un mariage. C'est clair. Là. Puis c'était une église catholique. Puis la première pancarte que j'ai vue en sortant de l'auto dans le parking, c'est qu'il y avait une belle pancarte. C'est super beau, là, une belle place. Mais la première pancarte que j'ai vue, c'est une pancarte où il n'y a pas d'avortement. Là. Ah ouais. Mm-hmm. L'avortement tue. Là. C'est le slogan, là, c'est l'avortement tue nos enfants, tue nos bébés. Donc, l'Église, si tu vas là, ben, faut que tu donnes faut que tu donnes ton idée là-dessus. Là. Tu sais, puis moi, c'est ça qui me fait chier un peu, c'est que, regarde, moi, je suis pas pour l'avortement, puis je suis pas contre l'avortement, dans le sens que moi, je suis pour la liberté et le choix des femmes de décider qu'est-ce qu'elles font avec leur corps. OK? Pour moi, cette question-là, c'est réglé dans ma tête depuis longtemps. Mais quelqu'un me dit, je suis contre l'avortement. Je regarde pas cette personne-là avec des gros yeux. Là. Je fais pas, ouais. On peut pas se parler à partir d'aujourd'hui. Ou quelqu'un qui me dit, moi, farouchement, je suis pour l'avortement. Tu sais, moi, j'ai de la misère à concevoir que quelqu'un se dit pour l'avortement. Si tu dis que tu es pour le choix, OK. Quelqu'un dit, oh non, moi, je suis capable de défendre ça, l'avortement. Oui, ça faisant pas le cœur de ta vie. On parle quand même d'une possibilité de mettre la fin d'une vie à un enfant de 22 semaines. Il y en a même dans certains cas 24 semaines, 25 semaines, ce qu'on a déjà entendu. Il y a une forme un peu macabre là-dedans. Là. Je veux dire, défendre ça à tour de bras. Oui, défendre le choix des femmes. Oui, ça, c'est très différent. Mais ça implique aussi, quand tu t'en vas là, ça implique les vaccins. Hein? Ça implique un paquet d'affaires. Donc, c'est le choix des gens de faire ce qu'ils veulent avec leur corps et de décider qu'est-ce qui se passe avec leur corps. Ça, c'est une autre game. Ou si quelqu'un me dit, moi, je suis contre le mariage gay. OK? J'ai déjà été contre le mariage gay en passant. Au début, j'étais contre parce que pour moi, il y avait j'ai déjà expliqué plus qu'une fois. Pour moi, il y avait une grande différence entre une famille traditionnelle et deux hommes, même avec un enfant adopté ou je ne sais pas trop quoi. Pour moi, il fallait qu'il y ait, non pas au niveau civil, là, au niveau des règles, ces affaires-là, mais je voyais dans ma tête qu'il fallait que ça soit différent pour qu'il y ait une emphase plus gros et un spotlight plus fort sur la famille traditionnelle qui est au cœur de notre existence. Et c'est de ça. Écoute, un peu là, je parlais de ça quand c'était le débat des années 99, peut-être 2000, je sais pas, je pense. Moi, je disais ça en ondes, là. Je ne suis pas sûr que tu peux dire ça dans la société d'aujourd'hui. Là. Toi, tu parles dans le temps de Morgan Taylor, tout ça? Non, dans le temps du débat sur le mariage gay. Sur le mariage gay. Ouais. Mais c'est plus tard un peu, je pense. C'est plus tard? Oui, c'est plus tard un peu dans le. C'est quoi les dates? Je vais te sortir ça. C'est plus tard. Mais quelque chose est sûr, j'étais Morning Man. C'est avant 2005, c'est sûr. Mais je me rappelle très, très bien qu'on a eu ce débat-là. Là. Parce que, tu sais, oui, ça t'a adopté, mais il y a eu un débat qui était long. Là. C'est que le mariage entre conjoints du même sexe est légal au Canada depuis le 20 juillet 2005. Voilà. Merci. Donc, le débat a eu lieu pendant 1 an et demi, 2 ans quasiment. Là. Oh, donc, oui, c'est 2003, 2004, 2005, il y a eu du débat. Et moi, mon stand, c'était lui. Là. C'était... moi, je ne veux pas nuire à des personnes qui veulent s'unir de manière civile pour avoir les mêmes règles au niveau des gouvernements là, pour, un peu comme conjoint de fait, ces choses-là. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Sauf que j'avais de la misère à concevoir qu'on pouvait avoir quelque chose qui était égal entre 2 hommes ou 2 femmes à un couple traditionnel avec des enfants, une famille. Tu sais, ça, c'est mon... Je ne sais pas d'où ça vient. Regarde, dans ma tête, c'est clair, c'était ça.
Puis, à un moment donné, j'ai vu que la société était rendue là. Puis, je dis, OK, regarde, so be it. Mais dans le fond, c'est que je veux juste que les gens soient heureux. Mais aujourd'hui, si tu me poses la question, je pense qu'on a tellement donné de nanane à tout le monde. Je pense que la famille traditionnelle, elle est complètement discardée de la patente. C'est comme devenu quétaine. Ouais. C'est comme devenu... Ben regarde, la presse a écrit en fin de semaine que... Est-ce que c'est quoi C'est-tu cool? C'est-tu le mot? C'était-tu cool? Ouais, c'est-tu cool d'avoir un chum? Le titre, je l'ai. Avoir un chum, est-ce que c'est rendu gênant? C'est gênant pour une fille, mettons. Là. J'ai fait lire le texte à ma blonde. Ma blonde, elle a lu la moitié. Elle dit, moi, je lis ça. Je comprends rien. Elle dit, on dirait qu'il se parle en parabole. Il explique des affaires. C'est quoi cette crise de marde, là? Ben oui, c'est de la marde. Ben oui, c'est de la marde. Mais c'est dans la presse, pareil. Là. C'est dans les médias. Là. On essaie de passer le message comme de quoi qu'un couple traditionnel, un homme avec une femme, c'est pas mal rendu gênant. Là. Ben moi, quand je vois ça, là, ça remet de l'emphase sur ce que je disais en 2003-2004. C'était rien contre les gays en passant. C'était plus de s'assurer que les traditions, un homme, une femme, des enfants, que ce soit toujours mis en haut sur le podium. Puis une des choses que je disais à cette époque-là, c'est que un jour, cette affaire-là va devenir un peu dépassée. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, à force de plaire à tout le monde, puis à force de plaire aux marginaux, à force de bâtir notre société alentour des marginaux, ben, on a oublié la population en général, on a oublié le monde normal. Puis ça fait le genre de société complètement disjonctée qu'on a en ce moment. Parce qu'on a oublié qui on est. Là. On a oublié qui on est. Donc, moi, de voir que des jeunes veulent aller défendre ces valeurs-là, j'adore ça. Moi, je pense que c'est le sujet. Ça va être le sujet des prochaines, au moins de la prochaine décennie. Moi, je pense que ça va être le retour. Ce que vous avez vu comme texte en fin de semaine dans la presse, avoir un chum, est-ce rendu gênant? Là? Ça, on est rendu au bout de la patente. Là. Ça, on est rendu au bout de la patente. Là, on va faire un turnover complètement. Nos enfants vont aller à la messe. Nos enfants. Vous allez voir des couples. Vous allez avoir 65 ans, 70 ans. Vous allez voir des jeunes. Ils ont de la misère à se faire des chums. Parce que là, on est au cœur de ça. On est rendu. Là, ça va péter, cette affaire-là. Là. Hey, nos jeunes ont de la misère à se trouver des blondes. Ils ont de la misère à se trouver les filles ont de la misère à se trouver des gars. Là. À un moment donné, ils vont réaliser que ça n'a pas de sens ce qui se passe. Donc, quand ils vont réaliser ça, ça va partir dans le sens où ça devrait toujours être. C'est-à-dire des gens qui bâtissent une famille, puis qui se bâtissent un héritage, puis une suite, puis etc. Une suite une belle famille, avec tout ce qui vient avec après. Et on va se rendre compte que dans le futur, dans un proche futur, il va y avoir des jeunes de 30, 32 ans, 33 ans qui vont être rendus à 5 enfants. Oh. Oui, ils vont avoir des grandes maisons. Ils vont avoir un jardin en arrière de la maison. Ils vont faire des enfants. Ils vont faire des soupers avec des amis. Ça va être tout un retournement. Je te jure que ça va revenir. Je te jure qu'en ce moment, c'est ce qui manque à notre société. Le retour à une vie normale. Il faut qu'on arrête de bâtir notre société en fonction de tout ce qui est marginaux. Ensuite, de se faire à croire qu'on n'est pas chez nous, puis que notre sol ne nous appartient pas, puis qu'on a volé du monde, puis on a fait de la peine à du monde, puis on a sacrifié du monde, puis là, à tout bout de champ, il faut s'excuser, puis il faut broyer, incluant la madame de l'armée canadienne qui a fait la même chose il y a 2 semaines ou à peu près. Ça est en train de revirer de bord complètement. Là. Ça, c'était un agenda qui a été monté par
la classe journalistique au cours des 20-25 dernières années. Quand les journalistes ont commencé à bâtir ça, les influenceurs devenus politiciens ont commencé à pousser la même affaire, mais on est rendu au bout du rouleau de ça. Donc ça, c'est le retour vers une société plus normale. Et ce kid-là, il fait intellectuel. Il a ses mots pour le dire. Il a son style pour le dire. Mais c'est le genre de personne que ça prend pour brasser la patente, parce que ça prend des gens avec beaucoup de mots puis beaucoup de structure. Il faut que ce soit des gens solides pour être capable de faire face à la tempête qui les attend. Lui, il y a une tempête qui l'attend. Être capable d'aller à Radio-Canada. Oui, lui, il y a une tempête. Ça, c'est juste un warm-up. Là. Il va en avoir d'autres. Là. Il va en avoir d'autres. Lui, il va se faire étiqueter. Là, ils ont donné beaucoup de beaux mots. Là. Mais moi, je peux te dire une affaire. Dans 3 ans, ce gars-là, on va lire extrême, on va lire un paquet de mots. Dans 3 ans, tu penses? Après moi, c'est plutôt que ça. Probablement plus tôt. Mais je veux dire que dans 3 ans, ça va être quelqu'un d'important. Et généralement, quand vous allez parler avec des gens qui sont influençables, ils vont vous dire ouais, ça c'est le jeune débile un peu, là, l'arriéré. Là. Oh, oui. Hein, celui qui vit comme dans le temps, là, qui a l'air d'un curé. Là. Ben, il dit, à un moment donné, dans l'entrevue, elle dit, c'est-tu un retour dans les années 50? Tu sais, il commence déjà. Là. Exact. Ils sont fourrés un peu aussi dans le discours. Ils sont fourrés dans le discours parce que, tu sais, ils vont essayer de le squeezer, mais il y a un os là, qui est tannant pour eux autres parce que eux autres, l'Institut Cardus, eux autres, justement, tu dis retourner dans les années 50. Tu sais, le modèle des années 50, ce fameux modèle-là, ben, il appelle ça le modèle basé sur les institutions sociales et non sur le gouvernement en tant que tel, et non sur la machine. Donc, ils veulent dire institution sociale, ça veut dire quoi? Un secteur bénévole très fort. La famille, c'est très fort. Les écoles, droite, très fort. Les syndicats, les syndicats qui représentent le monde. Et aussi les communautés religieuses. Ben, c'est là qu'il est dur à poigner. Parce qu'il est très social. Oui. Donc là, le clash, c'est que si tu mets ce gars-là au pilori, c'est comme si tu mettais le pauvre monde au pilori. Et là, l'histoire. Et c'est là qu'il est dur à poigner. C'est là que la gang de Radcan, les petits doigts en l'air, les richissimes, ceux qui ont profité de la machina. Oui. Eux autres, qui ont toujours dit, mettons, genre de gauche bobo minable, là, que moi je déteste, là, ben, eux autres, lui, il est dur à poigner. Parce que lui, à un moment donné, lui, il peut rejoindre le pauvre monde. C'est ça, son histoire. Je comprends, ça me plaît. Ben, ça me plaît parce que ça va dans le mouvement que je parle depuis depuis quelques semaines. J'ai aimé ce que tu as dit. On doit s'affirmer et on doit être fier de ce qu'on est. Voilà. Ce gars-là n'a pas un discours qui va plaire à la peteuterie, puis au plateau Mont-Royal, puis à ceux qui décident qui sont bons et pas bons. Voilà, c'est ça. Et il le fait pareil. Mais j'ai aimé ce que tu as dit tantôt. Éric Duhaime, sa grande force, c'est le côté économique de la pensée conservatrice. Sa faiblesse, ben, c'est plus le côté social. C'est-à-dire que lui, c'est sa force. Je m'excuse, là, mais il y a quelque chose à aller chercher de ce gars-là, c'est sûr. Ça, OK, je vais vous poser une question pour finir. Après, on a fini les Radio Pirate News. Est-ce qu'un gars comme ça peut, mettons, dire je m'en vais dans l'équipe conservatrice parce que les conservateurs, c'est moi, ça me représente. Parce que là, de ce que je comprends, c'est comme un peu détaché de la CAQ. Ça se peut-tu? C'est un peu ce qu'il dit, là? Ah oui, mais là, lui, comme ça, là, il se dit, il est pas dans un mouvement partisan. OK, donc il n'est pas dans un mouvement partisan. Ça veut dire qu'il est prenable. Mais est-ce qu'il est capable d'aller dans un parti politique, mettons qu'il est orphelin et il dit « Je dois prendre position, je dois me trouver une place. » Parce que si je veux faire avancer mes idées, ultimement, il faut que je sois arrimé à un parti politique. C'est sûr que Ben oui. Est-ce que le chef du parti politique qu'il va choisir, est-ce qu'il doit avoir le chef doit avoir une femme, 3 enfants, ou le chef peut avoir
un chum. Ben, moi, je pense que, au contraire, s'il s'en va dans un parti où que le chef a un chum, là, il vient de fourrer tout le monde. Là. Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est comment moi je le vois. Mais comment tu le vends? Si quelqu'un vient te voir, quelqu'un est aussi traditionnel que toi, puis dit « Hey man, j'ai acheté tes 3 livres, je suis d'accord à 200% avec toi », il y a juste une affaire, c'est que tu viens de joindre un parti politique et ton chef, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de femme. Moi, ça me dérange zéro, là, OK? Ouais, mais Vous savez très bien. Ouais, mais je pense pas que ça le dérange non plus, sincèrement. Dans le sens que... Non, mais je suis en train de te soulever les questionnements. Mais est-ce que tu peux être démonisé? Tu peux être démonisé avec une femme et des beaux enfants. Poilievre l'a été. Oui. Non, mais ce que je veux dire, moi, c'est que je fais une différence entre le fait d'être gay et le fait d'être pour ou contre le mariage gay. Moi, je fais... Non, c'est pas... Mais regarde, je comprends très bien ce que tu dis, mais c'est pas ça que je soulève. Je soulève que si, mettons, tu veux vendre ça, le cœur de ton discours, c'est un peu la vie traditionnelle, OK? C'est ça qu'on vient de parler, là? C'est ça. Ben, le bateau que tu prends, le chef du bateau, il faut un peu qu'il ressemble à ce que tu es en train de vendre. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'ai aucun problème, là. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Moi, ça me faut rien. Mais moi, j'en connais des gens qui sont comme ce jeune homme-là. T'en connais, Jerry. T'en as dans ta famille. Et eux autres, ils veulent effectivement que tout partout, ce soit plus traditionnel. Ça ne leur empêche pas de triper sur Éric Duhaime, sur son positionnement politique, toutes ces affaires-là. Mais dans le fond, ils ne sont pas contre les gays, ils ne sont pas contre les lesbiennes, ils ne sont pas contre rien de ça, là. Pas ça. Mais eux autres, ils aiment toute la vie plus traditionnelle. Mais est-ce que notre traditionnel, on parle, là, est-ce que notre traditionnel est un peu différent du traditionnel du couple, mettons, américain du Midwest? Là? Je comprends. Est-ce que notre traditionnel est différent? Pas tant. Si on pose la question, tu vas te faire dire qu'on est différent. Mais si on gratte un peu, on n'est pas tellement différent. André Boisclair, ça l'a dérangé, là. Puis on ne savait pas qu'il était flayé de même en plus. Là. C'est ça. André Boisclair, ça l'a dérangé dans son parti. C'est un parti de boomer. On peut me faire croire là, qu'il y a une renaissance du Parti québécois avec les jeunes, là, mais la vérité, c'est regarder les réunions, là, c'est juste des boomers. Mais si... Éric Duhaime, je ne le sais pas. Tu sais, Éric j'ai déjà posé la question une couple de fois. J'ai dit, est-ce que tu sens... Éric me dit, ben oui, c'est sûr que je le sens. C'est sûr qu'il y a des affaires. Est-ce que c'est gros? C'est-tu beaucoup? Je ne sais pas. Ça, on n'a pas fouillé là-dessus, mais c'est sûr que ça l'a... Parce que dans le monde conservateur, nous autres, là, on a essayé de faire croire que les conservateurs au Québec, puisque ce qu'on voulait jouer comme game, c'est une game de conservateurs plus libérale, OK? Donc, un classique économie, toutes ces choses-là, puis tout le côté sociétal, on ne le mettait pas là-dedans. Mais la vérité, là, c'est que les questions sociétales, ça touche beaucoup plus le monde que les patentes d'économie. Vous avez eu la preuve de ça. On vient de se faire passer un déficit de 78 milliards. Personne ne vous en a parlé. Et le goaler du Canadien pleure, tout le monde a de la peine. C'est ça, là. Les bebelles qui sont plus émotives, qui vont dans les entrailles un peu plus, c'est avec ça que tu touches les gens. Beaucoup plus que toutes les questions économiques que nous autres, on s'occupe, puis que toi, tu t'occupes, et que notre gang, on s'occupe. Mais monsieur tout le monde, c'est pas ça, là.
Puis on serait surpris de voir combien il y a de gens qui s'ennuient du Québec traditionnel. Puis c'est pas un Québec qui a 50 ans. Là. Moi, quand ils me sortent des années 50, arrêtez ça. Là. Moi, je pense que les gens sont capables de retourner juste en 2000. Oui, je comprends. Ça fait juste 25 ça fait ans. pas longtemps, je comprends. Mais ça, en 2000, il y avait des gays, il y avait des lesbiennes, il y avait des gens avec... mais c'était pas ça qui primait, comprenez-vous? Moi, je pense que les Québécois ont besoin les Québécois tiennent à leur tradition. Le Québécois, dans le fond de lui-même, intérieurement, a besoin d'avoir la foi, veut retrouver sa foi. Mais le Québécois ne veut pas une gouvernance basée sur le religieux. Ça, c'est ancré entre nous autres. Ah, ça, c'est sûr. Ah, ça, je suis d'accord à 200%. Contrairement à certains groupes, il faut le dire, certains groupes, mettons, très religieux américains, où ce que eux, autrement dit, les décisions passent par une décision, autrement dit, qui passe par Dieu d'une manière. Exact. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Je pense que c'est là le point différencié. Mais il ne faut pas que le gouvernement laïque, détaché des traditions des gens, que lui se bâtit une forme de Vatican et devient par le fait même lui-même une religion. C'est ça. Ça, c'est le danger. Tu sais, d'un côté, tu as l'autre bord où on ne veut pas que la religion mène les politiciens, puis la société, les gouvernements, etc. Le système d'éducation, le système de ci, le système... Non, ça ne veut pas ça. Mais en même temps, on ne veut pas que le gouvernement devienne une autre forme de religion. C'est ça malheureusement, qui est arrivé. Mais c'est difficile, pareil. Hein? C'est dur parce que... C'est dur de... La minute que tu enlèves quelque chose, tu enlèves des pouvoirs, puis que tu dis, OK, on va faire quelque chose de neutre, c'est jamais ce qui arrive. Il y a toujours quelqu'un qui vient prendre la place. Il y a toujours quelque chose qui vient prendre la place. On a vu en Europe. En Europe, les places comme la France, ils ont dit, nous autres, on est full laïque. Qu'est-ce qui est arrivé? Boum, une autre religion qui s'est implantée. C'est pris toute la place. Nous autres, ici, c'est le gouvernement qui a pris toute la place. Oui. La religion a été remplacée par une social-démocratie qui est une forme de religion. Puis ça non plus, moi, j'en veux pas plus. Je ne veux pas avoir d'église qui mène mon gouvernement, puis je ne veux pas avoir une forme d'église social-démocrate non plus qui gère. Donc, regarde, le boys, là, il est target. Le timing est parfait. Les gens, je pense qu'on est perdus un peu comme... Les individus sont un peu perdus. La société est un peu perdue. Les gens ont besoin de retrouver un certain sens. Puis lui, son timing, il est impeccable. Donc voilà pour les Radio Pirate News d'aujourd'hui, les amis. Pirate est fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radiopirate.com. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent raconte avec Jeff. Régent informe avec Jeff. Régent dérange avec Jeff. Régent s'amuse avec Jeff. Régent podcast avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Reg, après une petite semaine où tu étais en déplacement la semaine passée, donc c'est passé bien des affaires depuis 2 semaines. Entre autres, notre CH, tabarouette. C'est solide, là. Est-ce que tu penses que ça va tenir? Cette année, ils vont faire les séries, puis l'année prochaine, d'après moi, ils vont être au moins en finale de la Coupe.
OK. Le gros club, c'est New Jersey. T'as remarqué? Questionnement. Questionnement. Ben, c'est sûr qu'au début de la saison, ça veut dire ce que ça veut dire. Là. Tout le monde se pose des questions, entre autres, sur les Oilers. Mais c'est normal que les équipes qui finissent plus tard dans la saison commencent toujours un peu plus mal. Puis les Oilers, c'est comme une tradition de commencer tout coche. Discussion qu'on a eue dans notre channel de sport en fin de semaine, dans une gang de chums de Jerry. Puis, parce que toi, tu n'étais pas un grand défenseur de Suzuki. OK? Tu voyais pas Suzuki comme centre numéro 1 dans un club important? Ben non, mais avec ses statistiques, chez les joueurs de centre, il ne se classait pas d'un 30 premiers compteurs en partant. Ouais. Mais je le regarde aller, là, je veux dire, lui, ce qui lui manquait, là, il lui manquait Davidoff sur la première unité. Autrement dit, un super talentueux sur la première unité d'avantage numérique. Ouais. Honnêtement, là, quand est-ce que c'est que tu as vu quelqu'un comme ça toi, en avantage numérique, aussi brillant, qui contrôle autant la rondelle puis qui fait la passe sur la palette, comme on dit dans le clair, tout le temps. Davidoff, là, c'est pas des blagues, là. Oui, il est bon sacrément. Là. Il est très bon. Mais donc, tu as changé ton fusil d'épaule là-dessus. C'est-à-dire que tu vois Suzuki comme étant un centre numéro 1 dans un club qui peut t'amener vers la Coupe? Cette année, oui. L'année passée aussi. L'année passée... Non, mais attends, ma question, c'est pas est-ce que Suzuki est le centre numéro 1? C'est sûr que c'est le centre numéro 1. Mais je dis, si jamais on a espoir d'aller à la Coupe Stanley plus vite que finalement on aurait pensé. Est-ce que c'est lui qui est le bon premier? Parce que là, regarde, dans la situation en ce moment, là, New Hook, c'est ma révélation de l'année. OK? Oui, lui, là, on dirait qu'il a découvert le sens du hockey, lui. Mais non, c'est parce qu'il y avait des gens bons à côté de lui avant. C'est pas une mauvaise... Je pense que quand tu joues avec un vrai joueur de hockey à côté de toi, ça fait toute la différence. Donc lui, écoute, super but en fin de semaine et tout. Puis, mais il y en a qui vont dire, oui, mais ça devrait être dans un gros club. Attention, là, dans un club qui aspire à gagner la Coupe, New Hook, ça devrait être un joueur vedette, mais sur le troisième trio, ton troisième centre. Puis tu devrais avoir une bagarre entre ton premier et ton deuxième. C'est le deuxième qui manque, là. OK. Au moment où on se parle. OK, c'est ça, c'est le même que tu vois ça. Parfait. Moi, je me dis, parce que je sais que Jerry voit probablement Suzuki comme étant un centre numéro 1 dans un gros club. Ah, mais Jerry, il n'a même pas reconnu Peter Stachny. Arrête, il l'a reconnu. Voyons, il a servi. Il l'a servi, arrête. Même pas. Mais moi, je pense que ça prend un genre de... soit un deuxième aussi fort ou un plus fort. Un deuxième aussi fort. Parce que regarde, là, prends les deux centres des Panthers de la Floride. Ils sont différents. Mais les deux pourraient être numéro 1 n'importe où dans la Ligue nationale. Barkov a commencé à s'entraîner en fin de semaine, d'ailleurs. Ça, c'est un peu surprenant. Oui, il a commencé à patiner. Non, il a commencé à... il est à côté de l'aréna, il y a un Non, parc, il a là. commencé, il est à l'entraînement. Il fait son genre de yoga et pas tant de même, mais sans Oui, mais il brace, est avec rien. le club. Oui, il est exact. avec le club. Oui, exact. Donc, quand même surprenant. Oui, je comprends ça. Dans un gros club, tes deux premiers centres sont des centres qui seraient le centre numéro 1 dans 80 ou 75 % des clubs de la Ligue nationale. Hey, Jeff, m'a te posé la question, toi-même, là, si Sam Bennett est libre, Ben oui. Ça n'empêchera pas Suzuki d'être numéro 1, si tu veux. Non, c'est clair, c'est clair. Non, mais le point est là. Mais le point de Jeff, c'est pas ça, là. C'est pas ça l'histoire. Dans notre channel, c'était Suzuki, c'est un bon deuxième centre. Si on a la chance d'aller chercher un super centre, il va être sur le premier trio avec Caulfield. C'est ça le point qu'en fin de semaine. Le super centre, là, dans le fin fond, on l'aurait déjà à Montréal. Un gars comme Demidov, penses-tu que ça peut pas jouer au centre, ça? Il a 19 ans. Mettons que l'année prochaine, mettons que les Oilers, ça va pas. McDavid? Mettons que les Oilers, là, moi, je fais partie de ceux qui pensent que les Oilers, le pic a été pogné dans les 2 dernières années. Quand on regarde l'âge des gars, puis, tu sais, c'est pas... c'est une équipe qui tourne alentour de 3 joueurs, 3-4 joueurs.
C'est pas une super grande profondeur, mais là, je pense que. Je serais pas surpris de ne pas voir les Oilers dans les playoffs au mois d'avril. C'est pas quelque chose que je ferais. Non, c'est tough rentrer dans les playoffs. Il y a beaucoup de bonnes équipes. Il y a des équipes qui se sont ajoutées qu'on ne voyait pas. Utah, après ça, la gang d'Anaheim, même San Jose. Toutes les équipes sont en train de remonter tranquillement. Donc, ce ne serait pas surprenant pour moi. Mais mettons que lui, il a comme signé le genre de contrat. L'Ouest, c'est fort. Ben oui, l'Ouest, c'est fort. Ben oui. Très fort. Puis, mettons que lui, là, il vient de signer un genre de contrat pour essayer de montrer qu'il y avait, avant de partir, il veut gagner une coupe. C'est un peu ça le contrat qu'il a signé, là, on se le dit. Puis là, finalement, ils ne font pas le playoff. Puis là, il se dit, OK, ouais, finalement, je ne pense pas que ça va arriver dans les prochaines années. Donc, il va dire, ouais, le contrat que j'ai signé, tu sais que je peux gagner 20 millions ailleurs. Donnez-moi donc un break, je vais partir tout de suite. On fabule, là. Et il dit, la première équipe que je veux cogner, je demande à mon agent, j'aime le Canadien, j'aurais aimé ça jouer le Canadien, je m'envoie jouer pour le Canadien. On le met où, McDavid? Ben, voyons donc, c'est même pas une question, là. OK. Ben, tu le mets avec Caulfield, puis moi personnellement... Là, attends une minute. Là, il y a une différence entre McDavid et ramasser un brochet, une espèce de gars has-been de 32-33 ans, qui est à moitié fini, mais juste sur sa réputation. Has-been 32-33, je suis pas d'accord avec toi. Moi. Non. Non, dans la Ligue nationale, à 32-33, tu n'es pas un has-been encore. Non. Je dirais que tu frappes ton mur vers 35. Dans le hockey moderne. Avant ça, tu frappais le mur à 38. Oui, parce que là, ils sont en shape, ils sont entraînés, ils n'ont pas trop de points en haut. Regarde, je vais t'en donner un, là. Ryan O'Reilly à Nashville. Non. Lui, là, il est sur le marché, là. Non, on veut pas ça, là. Non, mais c'est pas de ça que je parle. Moi, le danger, je vais te dire, c'est quoi, là? Le danger, c'est de ramasser une galoche de main, avec une bonne réputation, déjà gagné la coupe à Saint-Louis dans le temps. On ramasse la galoche, mais cette galoche-là va venir nous mettre la poisse dans notre équipe. Non, ça n'est pas ça. Moi, je veux rien savoir de ces estis de joueurs-là. J'en veux pas un calice. J'en veux pas. Je veux pas en voir un. On s'entend là-dessus. Là. C'est pas de ça que je parle. Non, mais le monde, c'est ça qu'il veut. Le monde, ils veulent avoir une espèce de sauveur qui va t'amener à la Coupe Stanley. Moi, je veux rien savoir. Bon, hey, soit dit en passant, as-tu le feeling, Jerry, que le monde a son mot à dire depuis 4 ans? Non, je pense pas. C'est correct de même, regarde. Les deux boys font le job, là. Ils font un job pas pire, là. C'est correct, là. Ils font du bon travail parce que une reconstruction en 4 ans, c'est pas tout le temps. Moi, mon point, juste finir mon point, c'est qu'on a un duo. On a un duo Suzuki-Caulfield. Le gars de l'autre bord, lui, il peut être interchangeable, là, mais je veux dire, notre duo, quand ça allait mal, là, ils n'ont pas brisé le duo. Puis moi, je suis pas un fan de Martin du coach. Je l'aime, là. Je l'aime, mais c'est pas mon choix. Mon choix, c'était Patrick Roy. Là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis un fanatique. Mais je veux dire, je vais lui donner quelque chose. Il n'a pas touché au duo. Il n'a pas scrappé le duo. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, on récolte les bénéfices du duo. Parce que les deux flots, ils ont le sourire d'en face, sont de bonne humeur, puis Criff, ça amène une dynamique dans l'équipe. Mais ça, non, je suis d'accord avec ça. Mais moi, ma question, c'était plus quand j'ai posé dans le... J'aime ça, des fois, mettre une petite grenade de temps en temps, toi aussi, comme ça. Mais c'était juste de... Si on veut accélérer, mettons là, pour l'instant, mettons qu'on se dit c'est dans 3 ans qu'on veut gagner, ou 4 ans. Bon, ça va bien. Non, 27. C'est 27. On est en 2025. Dernière chronique dans le Journal de Montréal. OK. OK, 27. Mais si, mettons, on voit que cette année, c'est pas pire, là, puis on veut accélérer la vitesse à laquelle on peut aller jouer dans la cour des grands, ben c'est juste ça qui nous manque. Tu sais, notre défensive... un goaler, mais notre défensive, vraiment, est très solide, là. Elle est... Moi, si tu veux accélérer, là, signe Matheson puis ça presse. C'est le seul... Alexandre Carrier, il est stable. Avec Alexandre Carrier, là, tu mets n'importe qui avec lui à la 3e paire, ça fait un job. Oui. Que ce soit Struble ou Chaka. Mm-hmm. Mais moi, je trouve que Matheson joue un rôle très important avec les... C'est des enfants, pas des enfants, là. Mais c'est à 23, 24 ans. C'est des kids. Ben oui.
Matheson, il a 30 ans, 31. Il est pas babouneux. By the way, comment est-ce qu'il perd en millions, lui? Quand il va aller, si il va sur le marché autonome à la fin de l'année, là, il perd combien de millions, lui, en ayant perdu? Il gagne combien, le là? powerplay? Oui. Là, il doit être à 6 points quelque chose, 5,8. Mais ça se peut qu'il soit signé à 8. J'espère. Oui, ça se peut qu'il soit signé à 8. Ils ont de la place. Ils ont-tu de la place? Ben, ils se sont débarrassés complètement de Carey Price en l'échangeant. L'autre est échangé à qui? À Seattle? Weber. On oublie ça, là. Dans les livres, dans les quiz, là, quelle a été la dernière équipe de chez Weber? Ouais, c'est pas canadien. C'est Seattle. Okay. Quelle a été la dernière équipe de Carey Price? Je sais même pas c'est qui. Il a été échangé, là. Ouais, il est quelque part, là. Son nom est écrit sur un papier. Son nom est écrit sur un papier. Et Matheson, il gagne 4,8. Hey, c'est un moyen cadeau, ça, là, dans le hockey d'aujourd'hui, là. Un gars qui a eu 60 points. Mais on s'entend que qu'est-ce qu'on voit du Canadien, là? Mettons un coup de baguette magique, là. Tu sors, Dax, puis il y a un bon 2 semaines. Parfait, OK, mais tu sors pareil. Puis tu rentres dans l'équipe, tu rentres un genre, pas un gars comme tu viens de me nommer là de Nashville, là. Mais tu rentres un McDavid, là. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un joueur. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un gros joueur de peut-être être à coupe. Excuse-moi, c'est pas un gros joueur, c'est le meilleur de la Ligue, le meilleur au monde. Prends-en un autre, là. Prends-en Barkov en santé, tiens-toi. OK? Prends-en un autre. Barkov en santé. As-tu vu là, avec quoi il se promène dans les doigts? Lui? Oui, je sais. Mais c'est ça que je veux. Ce que je veux dire, c'est que la reconstruction, elle est quasiment terminée. Tu étant un joueur de peut-être gagner la coupe. Oui, mais tu prends un joueur qui va. Amène Barkov. Un joueur puis un goaler. OK? Je vais faire plaisir à l'Est. Un joueur et un goaler. On va parler du goaler après. Ben là, il y en a un qui n'est pas solide. Là. Ben lequel? Ben là, c'est sûr que c'est générationnel, là, mais on a un qui... Écoute. Le corps arrière des Alouettes a pleuré. Bon. Le goaler, il n'est pas supposé... Le goaler, c'est un weirdo. S'il y en a un qui n'est pas supposé de pleurer dans la gang, c'est lui. C'est ce que, si vous avez joué au hockey un peu, là, le dernier qui est supposé de pleurer, c'est le goaler. Donc, si on dit Motambo, ouais, il n'est pas stable en haut, il y a un problème de confiance. Parce que c'est pas un problème technique que Motambo a, c'est un problème de confiance. Donc, il y a le goaler numéro 1, mais là, on a un problème de confiance avec notre numéro 1. Mais là, notre deuxième fait job. Le deuxième, il goal bien. Là, Chris, il y a une mauvaise game de Vernon qui prend toutes ses épaules, il met à broyer devant le journaliste. Ben, ça veut dire que dans les grosses ligues, là, tu peux pas être de même. En plus, c'est pas une mauvaise game qu'il y a eu. Ben non. Bon, en tir de barrage. Il n'y a pas d'affaire à broyer. En prolongation. Il n'y a pas d'affaire à broyer, zéro. Mais, il y a bien gaulé. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le docteur Carman, par exemple, qui s'est préoccupé. Hey, ça, c'était bizarre, là. Chris. C'est unique au monde. Ça, là, je veux dire... D'après moi, c'est unique au monde. Moi, ça... Regarde, moi, je te le dis, là. Moi, je te le dis. Je sais que je suis pas de mon époque, là, mais j'ai joué au hockey un peu, là. Moi, si, mettons, je suis capitaine, puis je suis avec un de mes chums, puis je suis assistant capitaine, mais on est dans l'autobus, puis je viens d'avoir une crise de broyage du goaler. On va voir le coach, lui, il goal plus. Mais non, Christophe, là, t'as peu, là. Il y a des gars des Blue Jays qui ont versé une larme. Excuse-moi, t'es-tu capable d'imaginer Ken Dryden qui broye après une défaite? Ben non! Ben non. Puis t'es-tu capable d'imaginer Casso? Hey, Patrick Roy? C'est à lui que j'ai pensé. Je me suis dit, c'est sûr que si le gars il joue pour Patrick Roy, Patrick est très dur avec ses goalers depuis tout le temps. Là. Le gars, il goal plus. Là. Ron Extall, il pleurait pas. Et sinon, Ron Extall. Billy Smith non plus. Il crissait un coup de bâton par la tête. Puis José Théodore. Puis Martin Brodeur. Puis nommez-les. Martin Brodeur, le téléphone sonnait dans la chambre. C'était la madame qui criait après. Puis il arrivait en troisième période, puis il n'y en avait pas une qui rentrait. Elle l'appelait, puis elle le traitait de tout et non. C'est vrai. Il invente pas ça. Ben non, mais non, lui... C'est documenté. Ben non, c'est lui, ça a brassé pendant la Coupe Stanley. Le téléphone sonnait, là. C'est avec la période, t'as fini mon tabarnak.
Il arrivait sur la glace, il n'y a pas rien qui paraissait. Mais c'est ça. Faut que tu sois... Pour être en haut, là, faut que tu sois... t'es quelqu'un de spécial. Le meilleur, le plus spécial de tous les temps, c'est Gilles Gratton. Gilles Gratton. Ouais, voyons donc. Vous ne connaissez pas votre hockey. Ben voyons, Gilles Gratton. Gilles Gratton. Gilles Gratton. Gilles Gratton avec les Toros de Toronto. Gilles Gratton avec les Toros. Il est à la salle. OK. C'est un tough, ça? Non, ben lui, c'est un tough, oui. Il vivait chez le propriétaire, John Bassett. OK. Jusqu'au moment où M. Bassett est rentré plus vite que prévu. Ouais, mais ça, c'est arrivé dans l'histoire des Saguenayens. Il y en a eu une puis deux, ça fait de même. Là. Puis dans l'histoire des expos. Stéphane Richer est resté chez son coach dans les Saguenayens. Non, ça finit là. Donc, c'était ça. C'était cette époque-là, il y avait des choses différentes. Il y avait des affaires différentes. Bon, en tout cas, moi, quand j'ai vu ça m'a fait un peu de la peine pour lui parce que je me suis dit, comme toi, pourquoi il se met ça de lourd de même? Il est bon, le flow. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah non, mais il y a 6 victoires collées, il en perd une en prolongation. Oui, c'est pas la fin du monde. Contre New Jersey. Là. Mais oui. Qui est première équipe au classement. Là, ce que Martin Saint-Louis fait avec le coach des goalers, à pratique d'après, tu dis au coach des goalers, tu t'appelles Martin Saint-Louis, tu vas le voir, tu lui dis, garde là. Va-t'en à côté, paye sur Alt, Control, Delete pendant 5 secondes. Tu recycles tout. Et reset la patente à grandeur. Alors, est-ce qu'on a besoin de lui, là? Il est bon. Oui. Il est bon. Puis Fowler n'est pas prêt. Ça fait qu'il est bon. Mais moi, Max Verstappen ne pleura pas, là. Ah, lui, là, il est parti quoi, 19e? Il est parti d'un pit, puis il a fini 2e. Ou 3e. 3e. Il n'a pas été capable de dépasser Anthony. Mais il n'y avait plus de pneus. Il y avait plus de... il roulait avec les rouges depuis à peu près 37 tours, 38 tours. Ah non, non, mais sais-tu quoi? C'est exactement ce que les woke ne peuvent endurer. Il veut rien savoir. Ah, il veut rien savoir. Non, il veut rien savoir. Il veut juste te manger. C'est juste ça qu'il veut. Je sais que c'est peu à mode de penser de même, là, mais il y en a encore qui vivent de même. Là. Ça existe encore. C'est la différence entre les super bons et le monde ordinaire. Mais regarde, mais ça prouve une chose. C'est que ces petits détails-là. Il y a eu un mauvais arrêt en plus. Mais c'est ces petits détails-là qui font la différence entre. Quand tu finis sur le podium, oui, ou ton juste à côté. Est partout, ou bien tu finis au pied du podium. Juste à côté du podium. Exact. C'est ça. Ou tu finis comme Lance, 16e, je pense. Oui, c'est ça. C'est ça, tu roules. Tu roules. Ben, les deux, ils ont fini un côté de l'autre quasiment, 1 seconde et demie de différence. Ils ont un char de marde, là. On va se le dire. Là. Quand Alonso n'est pas capable de finir mieux que 14-15, là, ça veut dire que c'est un méchant char de marde. Oui, parce que lui, c'est un vrai de vrai. Mais un des meilleurs. Un des meilleurs aussi. Lui non plus, c'est pas un pleurnicheux. Là. Lui, ça n'est pas un. Là. Mais c'est dommage parce que tu m'empêches de penser. McDavid, tu sais, Jeff, là, faut pas partir ça. J'espère que t'as pas trop de monde qui t'écoute. Non, mais je le fais pas dans la fonction de rêver à ça. Je te dis juste, c'est positif ce que je dis. Je dis juste qu'on est en avance sur ce que tu appelles le plan. Oui, puis le plan. On est probablement 1 an en avance. Moi, j'étais sceptique un peu que ça aille si vite que ça. Puis, regarde, finalement, il y a des joueurs qui se développent crissement plus vite que je pensais, là. Entre autres, Demidov, il y a 19 ans, il ne faut pas oublier ça. Là. Il y a un impact. Puis Hudson, il n'est pas bien vieux non plus. Là. Donc, c'est des gars qui ont changé complètement la valeur du club. C'est l'équipe la plus jeune de la Ligue. Oui, mais c'est ça. Puis ça va passer dans la tête du DG. Là. C'est l'équipe dont les piliers sont les plus jeunes dans la Ligue nationale. Puis le propriétaire, là, il va rentrer avec la madame, là, avec Madame Chose. Là. Il va dire, ouais... On est-tu en train de manquer une opportunité? On a peut-être-tu une chance de gagner même cette année? Mettons qu'on est... Là, on est de bonne heure, c'est début novembre. Mais mettons qu'on est de même en février, à 3 semaines de la fin des échanges. C'est sûr qu'il y en a un qui va rentrer dans le bureau, Molson. Peut-être pas Molson, ça va être peut-être elle, ça va être Margaret qui va rentrer.
Elle va dire ouais, on a-tu des chances de vendre des chandails plus chers? On a-tu des chances de vendre des chandails avec la Coupe Stanley à côté, le final de conférence? Qu'est-ce qui nous manque? Ah, il nous manque un gars. Un bon centre. Il nous manque un autre joueur vedette centre. Oui. Ben, moi, je pense que ça se peut qu'il essaye un move, là. Je suis d'accord avec Jerry. Si tu fais un move, fais pas n'importe quel move, sinon tu risques de te nuire. Regarde comment ça a parlé de... comment est-ce que ça a parlé sur les réseaux sociaux, mais c'est pas juste les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on a parlé de Crosby à Montréal? C'est un rêve, ça aussi. Ça, c'est n'importe quoi. Non, mais quand même, la dernière saison de Crosby, ça aurait pu... je sais pas que ça aurait pu faire la différence. Oui. Mais en même temps, si t'es Kent Hughes, puis que avec Gorton puis le gros boss, Molson, que tu leur amènes un building plein, deux ou troisième au classement dans l'Est, t'as un gars qui est parti pour en marquer 64, mais mettons qu'il s'enligne pour peut-être en compter 50. T'as-tu une idée parce que le Québec va être fou? Ben oui. Tu sais, ça va être... Il va rester... C'est pour ça que... Puis ils ont résisté à tout. Es-tu d'accord? Moi, je dis que l'année passée, là, avant les 4 nations, la pression pour échanger Jake Evans, puis 2-3 autres, Matheson, s'il y avait eu une transaction à faire, d'après moi, c'est là. Tu penses-tu... Qui est échangeable dans ce club-là? En ce moment? Ouais. Il y a une grosse valeur. Parce que Okay, pour aller chercher ton... Oui. Il y a plusieurs qui sont échangeables. Il y en a pas plusieurs, mais il y en a quelques-uns que tu pourrais... OK, bye-bye, si on a quelque chose d'un peu mieux. Mais qui a de la valeur, ben il y en a beaucoup qui ont de la valeur, mais tu ne vas pas y perdre. Hein. Le Père Noël à l'aîné n'a pas de valeur. L'aîné n'a aucune valeur. Oui, mais il y a zéro valeur. Comment t'offrirais l'aîné? Edmonton vont dire non, celui-là, vous le gardez. Oh, oui, c'est ça. On veut te le donner en plus de l'autre. Non, garde-le, on le prend pas. Ils veulent non. Garde, là, Caulfield, Slavkovski, c'est quand même un choix numéro 1. Puis, moi, ça se peut que Slavkovski soit ce qu'on voit, là. À ce moment-là, ça voudrait dire 60 points par année, gros, 20 buts. Pour un choix de première ronde overall, c'est un flop, on s'entend-tu? Oui. Bon. Mais ça se peut. Mais Demidov, c'est pas touchable. Comment tu veux offrir New York avec 2 bonnes semaines derrière la cravate? Tu vas aller chercher quoi? Tu sais, c'est embêtant. C'est vraiment. Non, je comprends. Je comprends que c'est ça. Tu vas donner quoi pour avoir. Souvent, c'est des gars en fin de contrat que tu n'as pas besoin de donner gros. Là. Souvent, c'est un choix que tu vas donner. Il y a Josh Anderson. Josh Anderson. Mais personne ne veut. Si on veut. Il donne combien, Josh Anderson? 6? Je sais pas, mais je sais qu'il y a un but 2 passes. Ouais. Ben ouais, mais puis il chiale puis il prend des mauvaises punitions. Moi, là, McDavid, mettons, faudrait pas oublier une chose. Edmonton, si McDavid leur demande de partir, et puis s'ils ont une main mise sur le contenu, ce qu'ils peuvent avoir pour lui, McDavid a beau dire, moi, je m'en vais aller à Montréal. Si le Canadien offre rien, Edmonton vont dire, oh, mais excuse-moi, là, on a telle offre. Oui, c'est sûr que là, la position n'est pas pareille parce que là, il y a un contrat. Là. C'est pas comme s'il jouait sa dernière année de contrat. Non. Là, il y a un contrat qui est, dans le fond, Edmonton va avoir un mot à dire à la fin de l'année. S'il ne faisait pas les séries. Mais tu sais, cherche dans la ligue, là, qui est là, qui est capable de traîner le club. Mettons que Suzuki fait un job avec Caulfield, puis mettons Slavkovski, c'est quand même un joueur qui a du talent. Physiquement, il est doué. Ben, s'il montrait à jouer avec son bâton, là, ça se peut que ce soit un John Leclerc. Ah, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Oublie pas qu'ils ont échangé John Leclerc, ça a pris du temps, là. Ça a marché dans les playoffs, mais c'est surtout à Philadelphie que ça a explosé. Là. Ben oui. C'est quand ils l'ont changé à Philadelphie. Là, il est parti. Il y a combien de saisons de 50 buts? Il doit en avoir au moins 2-3. Oui. Donc, je ne sais pas si ça se montre rendu à cet âge-là. Il y a un peu de misère avec on dirait qu'il n'est pas à l'aise avec le puck, son bâton, là, mais il y a tout ce qu'il faut pour être bon l'entour du net et être un genre de garbage man. Là. Hey, j'ai une question pour toi qui sort de la NHL.
Puis je sais que tu es un fan puis un ami personnel de PSPP, mais hier, quelqu'un au Centre-Georges m'a envoyé une photo, puis ça, j'ai trouvé que c'était... Ben, d'après moi, c'est pire qu'un blackface. J'ai vu PSPP au match des Saguenayens hier avec sa nouvelle candidate péquiste, puis il y avait un chandail des Saguenayens sur le dos. Wow! Ça, c'est mon homme. Ah, c'est vrai. Voyons, Régent, Christophe. Tu peux pas, là. Tu sais, le gars, il n'y a aucun lien avec les Saguenayens, il n'y a aucun lien avec la région, il n'y a pas, il a pas le droit. Non, le tu peux pas bleu, le bleu, la couronne avec le bleu. Ça veut-tu dire qu'il va se mettre des plumes sur la tête quand tu vas aller faire un tour à Pointe-Bleue? Non, avec les cataractes à Shawinigan. Il va être en jaune avec des plumes. Alors, j'ai trouvé ça terrible. Moi, j'ai dit à celui qui m'a envoyé, j'ai dit, gars, c'est de la... C'est quoi la phrase qu'on dit quand ils volent l'identité de quelqu'un d'autre, là? De l'appropriation culturelle. Oui, c'est ça, exact. Oui, mais hey, moi, je vous ferai remarquer que j'ai porté ma veste des Saguenayens qui m'a été offerte, celle-là, le Wind Jacket, par Michel Boivin. Puis il est tellement vieux, je pense que la nouvelle boss n'était pas au monde. Karel qui a pris le contrôle a pris le contrôle, d'abord. 3 enfants. Un mari qui est génial, qui a 1000 portes de logement. C'est elle qui run l'usine. Puis Michel a pu un moisi. Plus de Régent Tremblay sur la version Prime de Radio Pirate. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Pirate. Radiopirate.com. Jeff Filion. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Boîte boursicotage, lundi, présenté par Nassi. NassiBiomède.com. Donc, mettons que tu dis Nassi. N-A-S-C-I. Ça veut dire quoi? Mettons, tu le mets en latin, ça veut dire naître. Je trouve ça beau. Je trouve qu'ils ont choisi vraiment. Mm-hmm. Mathieu et Lynn ont choisi un nom parfait. Donc, NassiBiomède.com. C'est pour certains couples, c'est avoir des enfants, c'est un projet, puis des fois, ça ne se passe pas comme prévu. Donc, c'est justement là. Nassi sont là pour vous. C'est des chercheurs experts dans le domaine de la fertilité. Les autres, ils vont vous évaluer, ils vont faire des tests médicaux uniques au monde. C'est des vrais professionnels, c'est des experts. Puis ils travaillent avec des médecins un peu partout. Ils supportent des cliniques de fertilité un peu partout aussi. Ils ont des patients partout au Canada, même aux États-Unis. Donc, on peut contacter Lynn et Mathieu chez Nassi, donc à nassibiomède.com. OK, on commence avec quoi en ce lundi pour le boursicotage? Qu'est-ce qu'on a? C'est pas du boursicotage, mais c'est juste une réflexion. Mais c'est un sujet qu'on peut peut-être reparler plus tard, à un moment donné. Je ne sais pas si tu as vu ça, le projet de l'administration Trump d'accepter les hypothèques à taux fixe à 50 ans. Oh! Bonjour, hi. Oh! Donc, c'est un projet, là. Donc, Trump, l'administration aimerait que ça soit possible de mettre ta maison sur 50 ans. Mm. Là, on n'est pas rendu là, mais c'est dans un plan. Tu files comment avec ça? Moi, j'ai de la misère avec ça. Je sais que ça va ouvrir l'accès aux familles, à ceux qui veulent avoir des maisons, qui n'ont pas trop d'argent. Ils peuvent l'étendre sur 50 ans. Mais moi, je trouve ça raide. Parce que maison, 25. Tu n'as pas de maison à 15 ans. Tu as une maison à 25. Tu as une maison à 25. Là. Puis tu l'étales sur 50. Là. Ça fait pas mal, 75. Moi, j'aime pas ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, c'est moi. Mais c'est sûr que ça peut changer bien des choses dans le commerce
dans l'habitation. Puis là, ça se jase. C'est pas officiel, mais ça se parle. Puis c'est drôle parce que on sait qu'il y a des pays dans le monde que tu peux une maison, c'est tu payes comme de l'intérêt sur cette maison-là, puis après ça, tu passes ça au successeur, puis la patente. Là. En fait, tu payes de l'intérêt de génération en génération. Le capital n'est jamais attaqué. Sauf que la valeur de la maison fait que ton capital devient insignifiant. C'est ça. C'est sûr que si tu as une espèce de maison-château en Suisse, je peux comprendre. Mais c'est-à-dire une maison qui commence à être déboîtée, rendue à 70 ans, je trouve ça spécial un peu. Ça dépend de la construction, ça dépend de plein d'affaires. Je sais pas. Mais j'ai vu ça passer. Autre affaire. Ça, c'est du boursicotage. Tu sais, Michael Burry, le gars Big Short, là, le gars qui a anticipé la crise des subprimes en 2008, là, le fameux gars Burry. Là. Puis, tu sais, une espèce de génie. Oui, faut y dire. Mais lui, il va contre le marché. Là. Contre le marché. Non. Contre des vedettes du marché. Exemple, Palantir. Exemple, Nvidia. Oui. Mais lui, il est pour 187 millions de dollars short sur Nvidia. Et si bon. Mais sur Palantir, il est 912 millions de dollars short sur Palantir. Oh! OK, lui, il pense que ça va s'écraser, cette affaire-là. Oui, mais la face, c'est que Palantir, aujourd'hui, prend 6, quasiment 7 %. Ça, c'est plate, là. Ça, c'est plate pour lui. Le haut à vie de Palantir, c'est 207. Là. On était à 190, 191 en ce moment. Il remonte Palantir. Là. Oui. Mais je sais pas pourquoi, j'ai comme un frisson dans le dos pour lui. mais son problème. Il va s'en sortir. Mais Palantir peut cracher demain. Mais je veux dire, juste là, au moment où on se parle, lui-même doit avoir un petit frisson. Moi, je dis qu'il est rendu à 2 scotch aujourd'hui. Là. La journée commence. Oui, je dis ça, je dis rien. Je dis ça. Je ne vais pas mettre dans mes histoires de boursicotage. Bitcoin, de même. Là, regarde, c'est un message à l'univers. C'est un message à l'univers du boursicotage. Moi, à un moment donné, tu peux peser sur le gaz. OK, tu peux peser sur le gaz. On peut être spectaculaire puis peser sur le gaz un peu, c'est le fun. Moi, je n'ai rien contre ça. Puis des fois, faut que tu te calmes les nerfs un peu. Là, il y a un gars qui sort. Le gars s'appelle Tommy Lee. Pas le drummer. Pas le drummer. Pas le tatoué. Non. Lui, il est boss. CEO d'un cabinet de recherche. Gros cabinet de recherche stratégique. Lui, autrement dit, il fait des recherches sur des entreprises dans le secteur de la finance. OK? Et il va vendre ça, justement. Il fait ses informations, il va les vendre à des entreprises en finance, choses comme ça. Là, l'affaire, c'est qu'il est en entrevue à CNBC. Puis il dit, le Bitcoin, là, il dit, il va être à 150 000 avant Noël. OK, Noël, quand tu parles? Non, Noël là. Ben voyons. Là, t'as peu. Noël là. OK. Ben là, t'as peu. Là. Ah, ben, non, c'est 150. Il peut même peut-être monter jusqu'à 200 000 avant Noël. Ben voyons. Il est pas à 100 000, là? Non, il est à 105. Je comprends. Il peut avoir une frénésie. Mais, calif, vous faites un peu prédicateur. Là. Il y a un côté un peu... ça peut arriver. Ben, je peux me fourrer. Oui, c'est ça. Mais ça fait... Comment dire? Ça fait comme le gars qui dit depuis 10 ans que le Bitcoin va monter à 1 million. Et là, tu dis, à chaque année, le gars dit que le Bitcoin va monter à 1 million. Oui, ça va finir par arriver. Voilà, c'est ça. Le Bitcoin monte. Mais là, l'affaire, c'est que ton million, c'est quand? Ah, le million, là, ça va être au printemps. Mais là, on arrive au printemps, le Bitcoin a perdu 20 %. Ah, non, le million, ça va être à l'automne. OK, le million, ça va être à l'automne. À un moment donné, ça fait changement climatique un peu, là, ton affaire. T'sais, ça fait comme, tu dis un peu n'importe quoi. Là. Calmez-vous les nerfs.
À un moment donné, tu fais puis là, la face, cette entrevue-là, là, tout le monde l'a vu, puis là, le monde, hey, le Bitcoin. Lève le pied un peu. Je veux dire, à un moment donné, Christophe, vous faites pas trop sérieux. Puis après ça, quand on va arriver à Noël, puis le Bitcoin qui va être à 102 000, il est où, lui? Bon, je sais plus trop où il est, là. Mais là, j'aime pas ça, moi. Il y a un côté... Comment dire? Il y a un côté sérieux. Oh oui, les institutionnels vont en acheter. Ils sont en phase d'accumulation. Puis ils sortent toutes sortes de patentes. Mais c'est qui, ce gars-là, là? C'est un gars de cabinet de recherche. OK. Alors, grosse entrevue à CNBC, là, prime time. Là. Le gars, il débarque avec un 150-200 000 avant Noël. Là. Hein? Noël, c'est pas mal là. On s'en va là. Oui, mais le Bitcoin, il peut monter de 20 000 dans 2 semaines, dans une semaine. Oui, mais à un moment donné, comment dire ça? Garde-toi une gêne. Oui. Mets pas de chiffres. Tu dis, moi, je suis très positif sur le Bitcoin, puis d'ici Noël, moi, je pense qu'on va avoir une montée sur le Bitcoin. Tu gardes ça un peu général. Puis là, t'es rendu à 200 000 $ avant Noël. Tu regardes le calendrier, ouais. Il reste plus bien de temps à boder, là. C'est-à-dire, mais on dirait qu'ils n'ont pas... Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas le... Comment dire? Ils n'ont pas le stress de passer pour des caves. Crif, t'es à CNBC prime time. Crif, le monde va rire de toi à la grandeur de la planète. Mais ça peut arriver. Il peut être le king. Mais s'il n'est pas le king, il est zouf, là. Je m'excuse, là. Ce gars-là, Tommy Lee, pas tant de choses. Là. Il va faire rire de lui à pu finir. Ça n'a pas de maudit bon sens. Les earnings. Les earnings. Il en reste un peu d'earnings, là. Il y a des affaires. Et il y a des résultats financiers cette semaine, mardi, donc demain, mañana, sur le close, à 4 heures d'après-midi. C'est un stock qui est... c'est un stock qui fait bander les traders depuis un bon bout. OK? Le nom de la compagnie, c'est Oklo. O-K-L-O. Le code, facile à retenir, O-K-L-O. Oklo, c'est une entreprise énergétique, OK, qui fait des petites centrales nucléaires. Il appelle ça, je dis centrale nucléaire, le mot n'est pas bon. C'est des SMR, Small Module Réacteur. L'affaire, c'est qu'en arrière de Oklo, en arrière de cette compagnie-là, c'est le gars, c'est Sam Altman, le gars d'OpenAI. Okay? C'est lui qui a soutenu cette compagnie-là avant qu'elle rentre en bourse. C'est lui qui a ouvert un SPAC. Un SPAC, c'est quoi? Tu sais, les fameuses coquilles vides. Donc, il y a une compagnie qui est en bourse. C'est comme une espèce de boîte, en fin de compte. Donc, c'est une boîte vide. Ils sont cotés en bourse, mais dans la boîte, il n'y a rien. Et là, tu vas faciliter. À la place de faire un IPO normal, avec là, c'est facile. La compagnie embarque dans la boîte. Puis tu es déjà coté à la bourse. Je mets des images un peu, là. Mais la fait, c'est que Altman, c'est lui qui a parti le SPAC pour que cette compagnie-là, Oklo, puisse entrer en bourse. Mais quand ils ont ouvert, eux autres, quand le SPAC a ouvert en bourse avec Oklo dans la boîte, c'était le 10 mai 2024. OK? 10 mai 2024. Après quoi? 18 mois. OK? Et dans les premières journées, le monde s'en foutait d'Oklo. Il y a 18 mois, là, on ne parlait pas de... Tu vois comme le temps change en bourse? On ne parlait pas de petits réacteurs nucléaires pour fournir de l'électricité. Parce qu'on sait que l'avenir, on va avoir besoin de beaucoup de courant. Parce qu'on va avoir beaucoup de centrales. Beaucoup de machines qui fonctionnent. Et ces machines-là, ça prend énormément, des centres de données, ça prend énormément de courant. Donc, à un moment donné, ça va prendre des solutions. Il y a plein de solutions. Mais une des solutions, c'est les petits réacteurs, les petits modules. Quand tu le regardes, là, en gros, là, ça a à peu près
En gros, c'est à peu près 12 pieds de haut, à peu près. Grosso modo. C'est pas si gros que ça, là. Puis de large, je sais pas, ça a peut-être 6 pieds de large. C'est pas bien gros, là. Mais ça, c'est des petites. Ces petits réacteurs-là peuvent faire énormément d'électricité. Donc, l'affaire, c'est que cette compagnie-là, quand il est rentré en bourse, en mai 2024, il y avait 0 intérêt. Pensez à ça, là. La première journée qu'ils sont rentrés en bourse, l'action était pricée à 16,45 $. L'action a ouvert à 15,45 $. Une pièce en bas, il n'y avait pas de monde. Le monde disait Oklo, les petits réacteurs, FIO. Attends un peu. L'action a fermé, closé à 8,45 $. Un IPO de crash, là, à la première journée, il y a 18 mois. Mais là, après ça, la compagnie est en bourse. Et là, on commence à parler, justement. Là, on est quand, là? En mai 2024. Là, c'est l'été 2024, l'automne 2024. Et là, on commence à parler. Le stock d'Oklo monte. Et le 15 octobre dernier, il n'y a pas longtemps, le stock était à 193 piastres. Une des plus belles raids de la bourse. Quand tu pognes, mettons, depuis, mettons, 2 ans à la bourse, Oklo fait partie des stars. Il y a un genre de listing, là. Mettons, tu dis le top 50, mais Oklo est dedans. Là. Même peut-être le top 20. Donc, en ce moment, le stock est à quoi? 112, grosso modo. Mais l'avantage d'Oklo, je vais vous dire pourquoi il fait bander. Alors, les traders sont bandés, il y a des analystes qui sont bandés, ils n'en dorment pas nuit. Ils n'en dorment pas nuit. Là. Je vais te dire pourquoi ils sont bandés dessus de même. C'est quoi cette... Oui, il y a de la business, oui, je comprends, mais il y a la patente. C'est que la technologie de Oklo, ils ont une technologie dite supérieure. Ils vont prendre des déchets nucléaires et ils vont les recycler et ils vont les mettre dans le réacteur Oklo et en les foulant de nouveaux, comment dire, de nouvelles matières, ils recyclent les déchets nucléaires. De la manière que ça marche, c'est eux qui ont une technologie. Ils prennent des déchets nucléaires, ils vont les mettre dans des bains de sel. Après ça, ils vont faire une genre d'électrolyse. Je simplifie ça. Et l'électrolyse, ils vont récupérer une certaine matière. Cette matière-là, ils vont la compacter ensemble. Et cette matière-là est nouvellement... ils peuvent s'en servir comme combustible encore pour les petits modules, les petits réacteurs modules. Donc, c'est comme à sauter. Parce que les autres, les déchets, ils les recyclent pour faire de l'énergie. Et j'ai même lu, écoute, j'ai lu un peu là-dessus, que quand tu foules ces petits réacteurs-là, t'es foules, puis des fois, tu n'as pour plusieurs années avant de les refouler. Là. Donc, ils roulent, ils donnent énormément d'énergie, puis c'est très économique à faire rouler d'une manière. Donc, c'est pas pour rien que Altman, on le regarde, il a l'air d'un gars bizarre un peu, les cheveux dans les airs. Il a l'air d'un espèce de nerd un peu mêlé. Il n'est pas mêlé, là. Il n'est pas mêlé du tout. Donc, l'affaire, c'est que sur le close demain, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les résultats financiers en tant que tels, parce que c'est une start-up. Ils n'ont pas de revenus en tant que tels. Ils en ont un peu, là, mais c'est pas ça. C'est les nouvelles qui vont venir avec, les projets qui vont venir avec. Donc, il peut y avoir énormément d'informations le fun sur Oklo. J'ai aucune idée comment que le marché va réagir aux résultats financiers, mais c'est demain 4 heures. Et c'est, je répète, dans les entreprises présentement boursières technologiques, si on peut dire, c'est une qui est à watcher, là. Pour vrai. Là. En plus, ben, tu as beaucoup d'analystes qui sont complètement bandés sur ce stock-là. Complètement, c'est complètement capoté.
Je regarde, oh, non, on a du temps encore. Pas Oui. de problème. Oui, oh oui. Oui. Oh oui, oh oui. Je vais. Tu sais, Elon Musk, là. Elon Musk, il a eu son package. Il s'était approuvé par les actionnaires. Oui, c'est fait. Oui. Donc, c'est quoi son package? C'est 1000 milliards. OK? Non, 1000 millions. Non, 1000 milliards. Ben, c'est 1 trillion. OK. Ben là, c'est quoi cette patente-là? La face, c'est que Musk, OK, lui, pour avoir le fric, c'est sur une période de 10 ans. Donc, c'est des tranches, c'est 12 tranches c'est comme les défis de Tesla dans l'avenir. À mesure que les défis sont passés, Musk reçoit de l'argent. Donc, Musk a intérêt à mettre... Musk, il ne dort pas, là. 6 coke diète à l'heure, il ne dort pas. On dit, tu dis, dors-tu le gars? Il dort pas. C'est pas grave, il boit beaucoup de coke diète, tant mieux. Il se tient debout avec ça. Mais Musk, tu sais qu'il va être all-in dans Tesla pour son... Il n'aura pas la tête ailleurs. Là. Il va avoir la tête dans Tesla pour pas mal. Encore 10 ans. Donc, les actionnaires, ils ont dit, ouais, on sait que c'est beaucoup de fric, mais on a notre homme pour ça, pour que ça marche. Donc, je vous donne un exemple. Dans ces seuils financiers et ces opérations, il faut qu'ils ramassent des bonnes nouvelles. Exemple, atteindre un market cap de 8500 milliards pour la compagnie. Donc, il faut que la compagnie monte en valeur. En ce moment, elle vaut quoi? Elle vaut 1400 milliards. Il faut qu'il monte ça à 8500 milliards en 10 ans. Il faut que Tesla vende 20 millions d'autos. Il faut que Tesla vende 10 millions d'abonnements payants sur le système autonome de conduite. Tu achètes le char, mais tu as le système autonome de conduite qui coûte de l'argent. Donc, il faut t'en vendre de ça. Là. Après ça, il faut que Musk mette 1 million de robots taxis dans la rue. Capoté, là. Il faut qu'ils soient en opération. 1 million de robots taxis. Il y a 10 ans pour le faire. Il faut que Musk vende 1 million de robots humanoïdes. Puis je peux continuer encore, il y a plein de patentes dans là, tu vois un peu, tu as le gars, tu as le package, puis tu as l'avenir. C'est pour ça que quelqu'un qui veut shorter Tesla présentement, c'est peut-être pas le bon temps. Je dis ça de même, je connais pas ça. Mais il y a beaucoup de monde qui se sont un peu pété à la gueule en shortant Tesla quand Tesla a descendu en bas de 200$. Il y a plein de monde qui shortait. On n'en voit plus là, de stickers. J'ai acheté mon char avant que Elon devienne fou. Oui. Là, c'est moins. Ouais, il y en a moins. Calmez-vous les nerfs un peu. Et voilà. L'affaire, c'est que il y a Tesla, mais il y a une petite entreprise. Cette petite entreprise-là s'appelle Rivian. Oui. Rivian, parce que d'un char électrique, on s'entend-tu que des chars électriques, ça joue du coude, il faut être capable de les vendre. C'est-à-dire, la patente est compliquée. Il faut que ça soit un bon produit. Puis il y a des compagnies qui sont dans la marde. Il y a des compagnies qui sont... Lucid est dans la marde. Lucid, ils sont dans la marde. Oui. Ça se peut qu'ils ferment. Mais Rivian, présentement, ils viennent de donner un package. Pas un package gros comme Elon Musk. C'est normal. Elon Musk, c'est Tesla. Mais ils ont donné un petit package, quand même pas pire. Donné. Il ne l'a pas là. Il va l'avoir lui aussi dans l'avenir. Leur boss qui s'appelle Robert, c'est Scaring, je pense qu'il s'appelle. Le package est de 4,6 milliards. Mais il faut qu'il livre. Robert, faut que tu livres. Là. Et là, l'histoire. Le package de Rivian, il faut que l'action de Rivian monte en haut de 40 pièces. Et il faut que Robert, il vende des chars. OK. Mais certains analystes disent qu'il va réussir son pari. C'est pour ça que le stock de Rivian, là, il ne plante pas bien. On regarde le graphique, c'est intéressant. Rivian, en 2003, ils ont vendu 19 000 chars.
Excuse-moi, en 2023, 19 000 chars. En 2024, 51 000 chars. Quand même. En 2025, drop 43 000 chars à date. Mais tout le monde le sait que la solution, dans le char électrique, faut que ils ont sondé, en Europe, aux États-Unis, ils ont sondé le monde. Peut-être en Chine, je ne sais pas. Ils ont sondé les gens. Qu'est-ce qu'ils veulent, le monde? Le monde veut un hybride. Être capable de payer le char. Donc, le prix, le monde, ils veulent acheter un électrique, mais ils veulent être capable de le payer. Le monde ne veut plus de char électrique à 100 000. Non, c'est ça. Exact. C'est fini. Qu'est-ce que les Chinois ils amènent du stock en Europe présentement? Et les chars qui débarquent en Europe, ce n'est pas des chars électriques à 120 000. Là. Non, les chars électriques à 120 000, ils restent dans le garage. Ils restent dans le showroom. C'est pas ça qu'ils vendent. On vend des chars pas chers. Et Rivian, OK? Rivian, ils n'ont pas de robot taxi, Rivian. Ils ne sont pas là-dedans. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont rien de ça, eux autres. Ils n'ont rien de... Et ce qu'ils ont, c'est qu'en 2026, ils vont sortir le Rivian R2 et le Rivian R3. C'est ça, la solution. Si M. Robert Skerig... Qu'est-ce qu'ils ont, le R2 et le R3 sont pas chers? Le R2 est à entre 45 000 et 55 000 US. Et le R3, 30 000 US. Et là, la patente. Et là, l'histoire. Tu as un Rivian à 30 000 US. C'est pour ça que le stock de Rivian, en ce moment, il est... Les chars électriques, vous allez voir le graphique de Rivian, il est beau. Non, je regarde le graphique, enlève le mot, enlève tout. Là. Je regarde le graphique de Rivian, moi j'achète le stock. Là, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Là, tu dis, Rivian, les chars électriques, ils vont planter. Non, on achète l'avenir. L'avenir, c'est le R2 et le R3. Et le R2, parce que R2, il va avoir des options. L'entrée de gamme, déjà très équipée, là, on s'entend-tu. Là. Après, c'est des bébelles, le cuir, puis le toit panoramique. Là. Mais je veux dire, le R2, il va être à 45 000 US là, d'entrée de gamme. Le R3, il va être à 30 000 US d'entrée de gamme. Oh boy! Là, on change. Là, c'est une autre histoire. Donc, si le bonhomme veut son package, il faut qu'il vende des chars. Moi, je vous le dis, RIVN, on ne recommande pas rien. Mais moi, je le mettrais sur ma watch list. Parce que j'ai hâte de... Ça, c'est à suivre. Ça, c'est un stock à suivre en 2026. On peut se faire un petit listing. Là. Des fois, on boursicote, on se fait un petit listing. Mais nommez la liste 2026, puis mettez RIVN dedans. On va voir les ventes, les premiers trimestres. Je ne vous dis pas d'acheter le stock-là, mais moi, je vous dis qu'il peut avoir un R3 sur le marché à 30 000. Un char All-American. Attends, watch out. Je vous le dis, là. C'est pas pour rien que Rivian, il se maintient en bourse présentement. Et ce n'est pas... C'est 0 hasard. J'ai-tu le temps pour un dernier? Non. Non, OK, non. Oui. Mr. White, il va nous séparer ça. Il va faire ça une job pas pire, tu vois. Mais avant que tu aies ton dernier sujet vite demain, on va en parler demain avec notre chum Joamel. C'est le mardi, Jo, hein? C'est pas le mercredi, hein? C'est Jo. La Suisse vient de signer une entente avec les États-Unis pour les tarifs, 15 OK. Donc, ça semble être le deal, 15 overall sur tout. Donc, tu comprends? Donc, c'est ça le deal. Je pose la question aux Canadiens. Tu es un Canadien, Jerry? Je suis Canadien. Parfait. Je vis au Canada. Est-ce que le Canada, est-ce que les entreprises canadiennes, les entreprises québécoises, si c'est le deal qu'ils font avec tout le monde, est-ce que vous êtes prêts à faire le deal que les Américains font? Parce que là, on est dans les derniers à pas signer rien. Là. On est vraiment les. Qu'est-ce qui se passe? Nous autres, on est... Ben, ça a l'air à faire l'affaire du monde. Là. Il y a des gens qui, de voir des entrepreneurs et des entreprises qui sont en stress,
Les voir souffrir, ça a l'air être un genre de... Ça a l'air être du plaisir pour eux autres. Regarde, c'est spécial. Mais est-ce qu'on est capable, est-ce que nos entreprises sont capables d'être compétitrices et de continuer à exporter nos affaires si demain matin, on a 15 overall de tarifs sur tout ce qu'on exporte vers les États-Unis qui ne sont pas dans une entente affiliée, mettons, si, mettons, il y a une entente de libre-échange. Donc, ça veut dire que ça gruge tes profits. 2, ça offset la patente du dollar canadien faible. Est-ce que les Canadiens sont capables, est-ce que les entreprises sont capables de rester debout avec un 15 avec les États-Unis? Arrêtez de penser que les entreprises, du jour au lendemain, vont commencer à envoyer du stock dans le reste du monde. Ça n'arrivera pas, ça. Là. La vérité, c'est que ça n'arrivera pas. Est-ce qu'on est capable... La question, je la pose. Je la pose à toi, je la pose à tout le monde. Est-ce qu'on est capable? Est-ce que c'est un bon deal pour nous? Parce que ça, c'est le prix à payer pour garder notre identité canadienne et notre pays. Est-ce que vous êtes prêts à faire ce pari-là ou vous êtes intégré aux États-Unis, vous n'avez pas de tarifs, il n'y a plus de frontières, c'est de la business, vous avez le plus gros dollar, le meilleur dollar de la Terre, vous avez une armée qui va vous protéger jusqu'à la fin de vos jours. Est-ce que vous pensez que 15 vous pouvez vivre de ça? Je connais la réponse, mais je te pose à toi. Si les Canadiens sont prêts à ça? Non, si toi, tu penses qu'on peut vivre avec ça. Moi, je pense qu'on peut. Oui, moi, je pense qu'on peut vivre avec ça. Ah oui. Mais t'as vu? On va vivre avec ça, mais on va vivre humblement. Moi, ça ne sera pas l'avenir qu'on pense avoir. Ça va être vivre humblement. Taux de chômage un peu plus élevé. On va vivre. Dollar faible. Peut-être qu'on va même vouloir faire tanker le dollar pour essayer de compenser le 15. Oui, c'est ça. Donc dollar faible, toutes nos importations coûtent 15 de plus. À place d'avoir le beau iPhone à 2000, on a un petit Android un peu louche à 700$. Parfait. Est-ce que les gens sont d'accord avec ça? Est-ce que vous avez... pouvez-vous signer une entente avec, mettons, les États-Unis pour nous permettre de s'en aller? Sans aucune pénalité fiscale? Ou est-ce que je suis capable d'avoir un... Est-ce qu'on est capable d'avoir avec les États-Unis un trade? Moi, je ne veux pas embarquer dans ce deal-là. Moi, c'est pas vrai que je vais vivre les 20 dernières années de ma vie dans de la décroissance. Moi, j'ai quitté le domaine de la radio pour cette raison-là. Là. Je sais, t'as bien beau être bon, tu vis une décroissance à chaque jour. Pas parce que t'es pas bon, parce que c'est le même. C'est la nouvelle, nouvelle donne. Donc, tes vacances sont plus en Californie, ils sont à Rivière-du-Loup. Moi, j'ai rien contre Rivière-du-Loup, j'adore ça. Moi, la décroissance, ça m'intéresse zéro. Mais est-ce que c'est possible de vivre? Oui, c'est possible de vivre. Il faut l'accepter. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que tu acceptes ça. Non. Toi, tu ne l'acceptes pas. Non, mais quand je vais dans des... Tu sais, sur X, l'algorithme nous envoie beaucoup de stock. Les Canadiens anglais sont prêts à n'importe quoi. Oh. Les Canadiens anglais sont en tabarnak. Puis ils veulent... Ils sont tellement irréfléchis en ce moment, ils sont tellement qu'émotifs. C'est incroyable tout ce qu'ils racontent. Ils sont prêts à acheter le linge dans les friperies. Là. Puis j'ai rien contre les friperies. Mais je veux dire... moi, je ne m'habillerai pas dans une friperie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas être obligé d'aller à la friperie. Et là, la différence. Pouvez-vous négocier une patente où je vais avoir le droit d'avoir tous mes papiers, que je vais sortir mon argent, que je n'aurai pas de pénalité fiscale pour mes entreprises, etc., etc. Moi, je suis prêt à décoller ça. Y a-tu un politicien maintenant qui va le sortir, ça? Oui. Non, personne ne va sortir ça. Personne ne va sortir ça. Si tu veux que je revienne sur le débat de ce matin que les gens ont eu sur Prime, le monde veut du positif. Mais on peut vivre en mangeant un peu moins de viande aussi. Pas moi. Non, mais ça, tu l'entends du monde. Pas moi. Qui accepte le petit changement de vie. Moi, là, j'ai tout fait toute ma vie pour toujours améliorer mon sort. Je ne suis pas fait de même. Je n'ai pas ça dans mon ADN. Moi, c'est
Plus de deals, Ça. plus d'entreprises qui échangent, plus d'économies qui roulent, plus gros, plus big, plus, plus. Je disais ça une fois à une amie de ma femme qui a, mettons, un pied du bord un pied gauchiste, là. Je disais, moi, chez nous, mettons, je décide de faire un jardin. Ah, c'est le fun, tu fais un jardin. Ça peut. Moi, je fais un jardin parce que j'ai le goût de faire un jardin puis de taponner dans la terre. Je fais pas un jardin parce que je suis obligé, sinon je n'aurais pas de bouffe à manger. Je fais pas un jardin parce que si je veux avoir des légumes, ben, je suis obligé de faire un jardin pour en avoir. Mm-hmm. Je fais un jardin pour le plaisir de faire un jardin. Puis l'été d'après, si ça ne me tente pas de faire un Christophe de jardin, je le ferai pas. Exact. Et là, la différence. Oui, tu trouves ça cute, un jardin. Moi aussi, je trouve ça le fun. J'en fais un petit jardin. Moi, j'aime ça, là. Taponne. Mais je suis pas obligé. Je peux partir et acheter mes Christophe de framboise au magasin. Là. Mais là, tu vas dire, mais là, c'est ça. Ouais, ça va vous prendre un petit jardin. Là. Oui, ça prend un petit jardin. Ah, ça va prendre un petit jardin. Là, après ça, on mange un peu moins de viande, on mange un peu plus de légumineuses. Mais savais-tu, Jeff, que les légumineuses, c'est bon pour la santé? Ouais. Mais continue la patente, c'est que tu acceptes. Moi, j'accepterais pas rien. Un petit ragoût de pois chiches. Moi, j'accepterais pas rien. T'acceptes moi, c'est de no baisser. fucking way. No fucking way. Zéro, gars. C'est non. Rien savoir. Donnez-moi un moyen. OK, ça fait des années que vous me dites ça, là, décrisse. Mais parfait. Donnez-moi un moyen que je décrisse. Donnez-moi les affaires pour que je décrisse. Ouvrir la frontière, on va décrisser. Ouais, mais il y en a qui ça décrissent. Oui, c'est sûr. On va prendre un hit de 40 50 d'impôts en sortant. C'est ça l'affaire. C'est ça. T'es-tu malade dans la tête? Laisse-moi mon argent. Ouais. Parfait. Tu veux jouer ce game-là? Voici comment on va le faire. Boum. T'acceptes-tu? Oh, mais là, c'est du bon. C'est gang de losers. Une pour la route vite? Non, je vais m'en reprendre demain. OK, parfait. Parce que j'ai trop d'affaires. Non, mais là, t'as plus une commandite. Oh, il y a une commandite! Ben oui. Donc, la boîte, le boursicotage est présenté par Nassilab, clinique en fertilité. Ça, c'est une statistique qu'il ne faut pas oublier. Il y a un couple sur 8 qui a de la difficulté d'avoir un enfant ou des enfants. Lynn et Mathieu, c'est les fondateurs de Nassi. Ils peuvent vous aider dès le départ à trouver pourquoi vous avez de la difficulté à avoir des enfants. Et des fois, le problème n'est pas si compliqué que ça. Lynn et Mathieu, c'est des professionnels, c'est des scientifiques. Ils ont une expertise unique au monde. On peut les rejoindre, c'est facile, à nassibiomed.com. Wow, thank you. C'était spectaculaire. Merci pour la boîte, Jerry. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate.